hear the train is coming. It's right around the bend. I can see the sunshine since I don't know when. I'm stuck in some prison, and time keeps dragging on. And this train keep on moving on down to San Antonio. Ah, salut les Harpers, ah, j'ai le blues. Le Folsom Prison Blues. Et oui, parce que pendant le tournage du teaser de cette émission spéciale Tortue ce soir, Dim Natello, mon acolyte ninja, s'est pris un coup de nunchak en plein dans la courge. Et malheureusement, il est actuellement en train de se remettre de ses blessures. Donc je suis sans lui ce soir, mais c'est comme ça, c'est les risques du métier, il les accepte. Alors oui, ça m'a foutu le blues, vous voyez, j'ai perdu ma belle couleur verte. Et je vous ai fait un petit blues pour commencer plutôt que de mon intro spéciale. Et ce soir, je ne vais pas être seul car j'ai pour m'aider dans cette tâche, dans cette émission Airport spéciale Tortue, j'ai réussi à recruter notre Tortue Ninja femelle, Laurie Natello. Salut, Yeah, salut. voilà. La voici, merci d'être venu et Salut, merci à toi. Salut à tous, donc une émission que vous attendiez depuis longtemps, spéciale Tortue et comme on fait exactement la première émission et vous avez été nombreux, vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous suivre et on vous en remercie, merci, c'est vraiment super cool, ça fait vraiment plaisir, merci à tous ceux qui suivent notre chaîne YouTube et qui nous suivent de plus en plus sur les réseaux sociaux et donc évidemment chez Airport, vous le voyez, on ne fait jamais les choses à moitié, hein, c'est toujours grand spectacle, donc grand spectacle égale grand invité. Donc on a toujours des super invités dans Airport, des grands spécialistes. Et donc ce soir, on a avec nous notre ami Jérôme Marant qui est venu de loin, il n'y a même pas de chaise. Hop, chaise musicale. Et voilà, on applaudit bien fort à Jérôme Marant. Yeah! Il est venu de la salle région du Sud de Toulouse. Merci Jérôme. Bonjour à tout le monde. D'être avec nous ce soir, Jérôme, un grand passionné et amoureux des tortues. Ah, ma carapace dépasse. Et donc, qui est donc Jérôme, on vous en a déjà parlé puisque donc c'est le président de l'association du refuge des tortues et donc le directeur du parc, le refuge des tortues. Donc, grâce à vous, on a eu des dons pour aider le refuge. Donc, on va parler de ça plus avant. Donc, Jérôme est un grand spécialiste et surtout avant tout amoureux des tortues depuis sa tendre enfance. Il a même découvert des espèces de tortues, on va revenir là-dessus. Et il a aussi écrit pas mal de choses sur les tortues, dont ce livre qui est sorti aux éditions Philippe Gérard. Il y a pas mal d'années maintenant. Hein, le temps passe. C'était, ouais, le temps passe quand on s'amuse. C'était en 2000. Donc c'est il y a 20 ans. C'était décembre 2000. Hier, c'était hier. Voilà, on est toujours pareil au final. Donc, oui, bah écoute, tu veux que je le remonte, c'est ça, Adoun. Voilà, donc ce livre traite à la fois, donc c'est des tortues donc aquatiques en captivité. Donc là, c'est pas vraiment le sujet de ce soir puisqu'on va se concentrer sur les tortues, comme on vous l'avait expliqué, sur les tortues terrestres, puisqu'il y a déjà énormément de choses à dire. On va vous en présenter aussi, mais on va commencer par les questions à Jérôme, hein, puisqu'il faut vraiment que vous connaissiez mieux ce, j'ai envie de dire, personnage hein, de la Terrario. Et voilà, il faut vraiment profiter. Donc lâchez-vous sur les questions. Vous avez été nombreux à répondre au teaser et tout ça. On a fait même un petit concours. Laurine nous donnera les gagnants. Et si vous posez des questions sympas, on vous fera peut-être gagner des prix. Et donc, alors moi, ma première question, c'est explique-nous comment a commencé ton histoire d'amour avec les tortues. Quand est-ce que c'était, à quel âge, etc. Comment a commencé? Pardon, Laurie? Non, vas-y, je t'en prie. Espérons qu'elle ne se finisse pas aujourd'hui. Ah, non, t'inquiète pas, tu es entre deux super-héros J'ai Ninja Turtle. jamais passé de soirée avec de tortues aussi charmantes. Parfait. Donc comment a commencé ma passion pour les tortues? C'est
Pour l'anecdote, en fait, j'ai gagné mes premières tortues, c'était des petites tortues de Floride, comme tout le monde. Ouais, finalement. je me rappelle dans les années. Voilà, Laurine, vous 80. connaissez ça, oui. Ouais. Et Laurine, je vais- moins, elle est plus jeune. Ah oui, ouais. Oui, Donc, mais j'en ai entendu parler. Ah, et bien Laurine, elles étaient vertes comme toi à l'époque. Elles étaient toutes petites, on les gagnait à la fête foraine. C'était soit le poisson rouge, soit la petite tortue. J'en ai ramené 4 ou 5 à la maison, dans le petit panier en forme de haricot, Le haricot avec le le Lille. palmier, l'île, etc. Et elles n'ont pas vécu longtemps, et c'est ma première expérience, ma première observation de nature scientifique, je dirais, parce que mon père était pompier à l'époque, il est retraité maintenant, et pour fêter un concours qu'il avait réussi, il avait ramené des amis à la maison, et bah, les pompiers, quand ils se réunissent, Ils font la fête. Ils font la fête, c'est les bons vivants. Et donc à partir de là, ils ont mis un petit peu de Ricard dans l'aquarium. Ah, c'est sûr que. Et là, j'ai observé que finalement les tortues ne supportaient pas à haute dose le Ricard. Bah, en fait, elles sont pas du sud. Elles Elles sont sont- pas du sud de la Floride, Elles mais n'étaient pas du sud de la France. du sud de la France, voilà. Donc le pastis, 51. 51 ou même 52, il n'est pas passé. Attention, l'abus d'alcool est mauvais pour la santé, il faut le dire maintenant. Donc, et surtout pour les tortues. Et donc à partir de là, si tu veux, plus sérieusement, ce premier contact avec des tortues et d'autres animaux, d'autres espèces de tortues qu'on m'a amené, essentiellement des tortues d'Hermann, ça m'a donné vraiment l'envie de découvrir plus profondément ces animaux, et notamment sur le terrain, également en captivité, puisque je les avais à la maison, mais tout est parti de là. Après, on m'a amené ma première tortue de terre que j'avais appelée Sophie. Je manquais cruellement d'imagination à l'époque. C'est Sophie ou Caroline, t'avais Oui, c'est Sophie ou Caroline. Et à partir de là, tout est Donc parti. tu vivais déjà dans le sud de la France où À les Toulouse, tortues, non, je suis né à Toulouse et je suis toulousain. Ça s'entend pas vraiment. Moi je pensais que Oui, tu étais Dunkerque au départ. j'essaie de forcer l'accent pour qu'on arrive à me localiser. Mais D'accord, ou oui, de je- Boston, je sais plus. Mais Oui. non, de Toulouse. Et on salue d'ailleurs tous nos amis toulousains, hein, parce qu'il y en a Salut. pas mal. On a fait d'ailleurs un très beau reportage directement au refuge dans la belle région de Toulouse, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, où vous pouvez voir en images tout ce qu'a Jérôme a créé avec son équipe, les enclos, les tortues, ce magnifique lieu qui est le refuge des tortues. Donc, bon, voilà, amour des tortues, ça démarre, tu étais dans le sud, donc tu pouvais aussi aller éventuellement les observer autour de chez toi, puisqu'elles Oui. sont présentes. Oui, alors après évidemment, l'Espagne n'est pas loin. Ah, hein, l'Espagne aussi, oui. Le massif des Alberts, où on a encore des populations de tortues côté espagnol, et évidemment dans le sud-est, dans le Var, dans le massif des Morts, où on en reparlera certainement, mais j'ai fait partie des 4 premiers stagiaires du village des tortues. D'accord, c'est à Gonfaron. à Gonfaron, dans le Var, créé par Bernard Deveau, et à partir de là, j'ai rencontré plein de passionnés. Ça a été ton premier, t'as ton pied d'entrée dans le monde un peu professionnel, on va dire. Oui, parce du monde qu'à animalier. l'époque, bon, moi je suis un inconditionnel du village des tortues de Gonfaron, le premier village des tortues, parce que c'était une aventure humaine extraordinaire, un type complètement barré, peut-être moins que toi, ou davantage, je sais pas, mais c'est déjà C'est bien. peut-être un Mais- autre style, mais tout oui, c'est un simplement. autre style. Il n'était pas déguisé en tortue, mais il y ressemblait énormément. C'est Bernard Deveau, c'est un type qui est parti de rien. Il a construit ce qui est maintenant une référence. En fait, Ça qui est- existe toujours. ça existe toujours, ils ont déménagé, ils sont à Carnoul maintenant, et depuis 86, c'est une association, la SOCTOM, qui se bat au quotidien pour étudier et protéger les dernières populations existantes dans le sud de la France, dans le sud-est de la France. Donc c'est important, et ça m'a permis... alors, qu'est-ce que c'est qui était intéressant au village des tortues? C'est qu'ils accueillaient des stagiaires, et tu pouvais côtoyer les plus grands scientifiques, les chercheurs, les naturalistes qui venaient au village des tortues. Donc c'était fabuleux. Ça, c'est vraiment quelque chose de très c'est- important, les c'est- rencontres. Exactement, mais une vie, et tu le sais, parce que finalement, une vie de passionné, elle est basée Sur les rencontres. uniquement sur des rencontres. Exactement. Et ce qui est beau, et ce qui serait bien de développer plus en France, je pense, qui est le cas aux États-Unis ou en Angleterre, c'est que le monde des scientifiques et le monde des passionnés, des éleveurs, des naturalistes se côtoient plus, parce que souvent en France c'est un petit peu clivé, les scientifiques d'un côté des trucs. Bon,
on en côtoie quand même, hein. Par exemple Olivier Marquis qui vient Ouais. souvent dans notre émission et qui est un biologiste et qu'on salue d'ailleurs. Et qu'on salue, Voilà. un petit peu merveilleux. Voilà, un type merveilleux. Que je n'ai pas, excuse-moi, je te coupe, que je n'ai pas remercié parce qu'il a fait beaucoup de choses pour le refuge des tortues aussi. Exactement. Et Olivier, toutes mes amitiés. Donc on en profite pour le remercier et il reviendra prochainement dans un prochain Airquard. Soyez-en sûrs. On nous dit qu'on ne s'entend pas assez, donc il va falloir. Donc, Parlez plus alors, fort. elle va Bon. parler plus fort pour toi. Bah, Là, on a si. une grosse voix, là, on a une grosse voix, là, on a une grosse voix. Bah ouais, Alors, je trouve aussi. bon, alors mettez le son plus fort, mettez la donf comme quand vous écoutez Metallica hier. Bon, alors, donc ça a été ton point de départ et de rencontre, en fait, le village des tortues. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ensuite, si tu veux, à partir du village des tortues, l'idée c'était pour moi d'avoir des animaux à la maison. À l'époque, j'étais convaincu que l'observation est passée par. Je le suis également encore aujourd'hui. C'est important d'avoir des animaux chez soi et de vivre avec eux, de vivre au quotidien, d'avoir ce ressenti, cette osmose avec les bêtes qu'on aime et qu'on veut mieux connaître. Et donc, Et Dieu sait qu'on les connaît peu. et Dieu sait qu'on les connaît peu. Et tu le sais, encore une fois, plus on vit avec elles et plus on se rend compte de l'étendue de nos lacunes, finalement. Exactement, et c'est pour ça qu'au-delà des polémiques, captivité, pas captivité, franchement, les deux mondes sont importants. Parce qu'il y a des observations qu'on peut faire en captivité qu'on ne pourra jamais faire sur le terrain, parce que toi tu as été beaucoup sur le terrain, et tu me confirmeras qu'on ne peut pas vivre 24 heures sur 24, 365 jours de l'année avec les tortues. Donc on ne pourra jamais observer certaines choses qu'on peut voir en captivité, notamment sur la reproduction ou certains comportements. Effectivement. Oui, et après, donc l'objectif, mon objectif du moins, c'était d'aller sur le terrain pour observer, pour apprendre, compléter mes observations faites à la maison et les confronter avec celles que je pouvais faire sur le terrain. Avec toujours, alors je ne suis pas scientifique, moi j'ai un parcours qui est totalement atypique, comme beaucoup, ouais, finalement. C'est-à-dire que j'ai eu un bac littéraire, sorti du bac littéraire, je suis allé en fac d'histoire géo, et je me suis profondément ennuyé. L'école, ça n'a jamais été mon truc, ça ne le sera jamais. Pareillement, mais Ceci étant, ça ne veut pas dire que... il n'y a pas des choses Il y intéressantes a à savoir. des choses intéressantes à connaître, et il y a des rencontres également. Il y a des Exactement. profs. Moi, j'ai rencontré des profs dans ma vie à qui je pense tous les jours encore aujourd'hui, quoi. Pas tous, hein, mais certains. Oui. Moi, je ne suis pas resté assez longtemps pour bien les connaître vraiment. Et donc, à partir de là, l'idée, c'était et puis d'apporter ma petite pierre. C'est-à-dire d'aller dans des pays où rien n'était connu finalement et voir où elles vivaient, dans quelles conditions, quelles étaient leurs menaces, etc. etc. C'est pour ça que j'avais choisi l'Afrique, d'abord parce que j'adore ce continent, et ensuite parce qu'à l'époque, mes premiers voyages, qui datent du début des années 90, il y avait rien n'était connu, en termes de tortues, évidemment. En termes de torche. Alors moi j'ai une question là qui me vient tout de suite. Quand tu as décidé de partir sur le terrain comme ça, c'était complètement autofinancé, tu le faisais à travers un organisme ou c'était vraiment une initiative 100% personnelle, tu as tout financé toi-même, tes voyages et tes déplacements? Mon premier voyage réalisé au Sénégal, je l'ai financé moi-même. Ensuite, le second, c'était au Maroc. C'est un ami, Jean-Pierre Pouvreau, qui avait été à l'origine de la création. C'était l'ancien président de la SOCTOM du village des Tortues, que j'avais croisé quand j'avais été stagiaire et qui m'avait proposé d'embarquer avec lui au Maroc pour aller filmer des cérastes, des vipères à cornes. Et donc ça a été génial. Et puis après, effectivement, je faisais des petits boulots et dès que j'avais 4 sous, je partais jusqu'à épuisement total des stocks. Et évidemment, il ne faut pas oublier le rôle prépondérant de mes parents qui m'ont beaucoup aidé, avec d'autres amis qui m'ont aidé, soutenu et qui me soutiennent encore. Voilà, alors ça c'est quelque chose sur lequel je veux appuyer les amis, parce qu'on ne le met pas assez souvent en avant, mais beaucoup de gens qui ont été majeurs dans le monde du reptile sont des gens qui sont tellement passionnés qu'ils ont autofinancé énormément de choses. Je pense que si tous les éleveurs, tous les passionnés de reptiles, si on mettait bout à bout tout ce qu'ils ont autofinancé, je pense que, et c'est les Barker qui le disent, c'est pas moi, c'est un peu le plus gros programme de protection pour les animaux de la planète, même si on n'était pas tous ensemble, mais on va dire coordonné, et on va dire financé que par des gens privés et que, j'ai envie de dire, par l'amour de ces gens pour ces animaux.
Donc, dans ces voyages, tu as fait des découvertes. Donc, tu as carrément découvert des espèces de tortues, ou en tout cas trouvé des populations tout à qui fait, n'ont. Voilà, ça c'est vachement intéressant. Raconte-nous ça parce que c'est passionnant. Tout à fait. Alors, La première. la première, ça a été les tortues aux yeux bleus, les mides lépreuses. Maintenant, qui a un statut qui est une sous-espèce, Moremis leprosa saharica, qui est alors, à l'origine, il y avait un naturaliste qui avait mentionné dans un petit guide, il s'appelait Jacques Delacour de mémoire, et qui avait mentionné l'existence de populations aux yeux bleus des mides lépreuses. Donc je m'étais rendu au Maroc et j'avais trouvé dans une oasis des tortues aux yeux bleus, mais avec un bleu encore plus intense. Ça a été une découverte extraordinaire, puisque à l'origine, si tu veux, j'y suis allé pour des vipères à cornes. Là, on est en 90 quand même, ça remonte. Et on n'arrivait pas à trouver des vipères à cornes, on n'y arrivait pas, voilà, c'est comme ça. Quand on fait du terrain, il faut se soumettre aux aléas de tout ça. Donc, souvent on pense que c'est très facile de trouver les animaux, mais non, c'est très dur, sans guide, sans gens qui connaissent bien les biotopes, c'est très compliqué. Et puis il y a aussi le fait que tu peux en trouver, il y a des jours comme ça, ou des nuits, hein, parce que les cérastes c'est plutôt la nuit, il y a des nuits où on en trouve, il fait super chaud. et voilà, et il y a des nuits où avec les mêmes conditions tu vas trouver personne, tout le monde est caché, voilà, bon, c'est comme ça. Et donc en allant dans une oasis où on a trouvé des cérastes, des vipères à cornes, il y avait des mares, et en plongeant dans les mares, j'ai attrapé ces tortues aux yeux bleus. T'as vu carrément plonger oui, le masque et tout. Oh, l'eau, non, c'était à tâtons parce que ouais, l'eau était pas oui. C'est aussi une passion que de plonger. J'ai regardé les DVD. J'aimais bien. Je les ai vraiment kiffés. Je suis assez maladroit dans l'eau, si bien qu'à terre. Donc... c'est vrai qu'il y a des bêtisiers assez poirons. Je me suis tapé des bonnes barres de verre. Donc il faut savoir que Jérôme, en plus d'être excellent, a beaucoup d'humour. Et je pense que savoir avoir de l'humour, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. D'ailleurs, Airport le prouve à chaque émission. Et surtout, il a sorti des DVD à la suite de chaque voyage. Et il a fait à la fin des DVD, il y a des petits bêtisiers qui sont vraiment cool. Donc si vous allez au refuge des tortues, achetez les DVD, franchement ça vaut le coup. Rien que pour alors ces DVD, ils sont réalisés par un ami, Frédéric Lavaille, on part ensemble avec l'équipe. C'est lui le cinéaste, le vidéaste, un homme de talent également. Et ce qui est un peu regrettable, c'est que de tous les DVD qu'on a sortis, quand les gens arrivent, ils sont super au DVD, c'est vraiment génial. Ce qui est génial, c'est les bêtises. Alors, je sais pas comment, alors si tu veux, j'ai beaucoup d'humour, mais à un moment donné, tu es obligé quoi. Parce que tu peux pas te prendre au sérieux. Vaut mieux pas. Voilà. Et puis j'ai un nom qui est quand même difficile à porter. C'est sûr. D'ailleurs, on t'a fait pas mal de petites blagounettes. D'accord. Mais il faut leur dire, depuis 47 ans, ça dure 46 ans à peu près. Donc il a un peu l'habitude, et effectivement, oui, il est marrant. Marrant, t'es pas drôle, marrant, t'es pas rigolo, tout ça, si on peut évacuer, c'est déjà fait depuis très longtemps. Non, mais par contre, il est vraiment drôle. Et surtout, il a trouvé des tortues que personne n'avait trouvées, c'est surtout ça qui est important. Alors, ça, c'est vrai. Et alors, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on ressent quand justement on découvre un animal comme ça dans la nature, qu'on sait que peu de gens ont observé. Ça doit être vachement amusant. Alors déjà j'étais jeune, j'avais quoi, 25 ans, hein, il y a 22 ans, et c'était... alors pour parler du Gabon, la Pélusio marani, c'est une tortue que j'ai trouvée au Gabon. Donc qui porte ton nom en fait. Oui, qui est la Péluse de Maran, d'ailleurs elle est rigolote parce qu'elle a un peu, c'est le faciès des Pélomédusidés, à la fois Pélomédusa et Pélusio. Avec un espèce de sourire comme ça. Voilà quoi, on dirait qu'elle se fend de la tronche. Et donc cette tortue, je l'ai trouvée, en fait, pour être très précis, l'objectif c'était de se rendre en Afrique et de visiter des pays où rien n'avait été fait en termes d'inventaire. Et au Gabon, vraiment, il n'y avait rien. Et c'était intéressant parce qu'il y avait quand même 11 espèces différentes de tortues, des pélusios, qui est un genre qui me tient particulièrement à cœur, et pour lequel j'ai beaucoup bourlingué. Et donc, au Gabon, c'était vraiment intéressant. Et donc, le 11 janvier 2000, je trouve une carapace de tortue qui était... tortue morte Oui, c'était dans un village, quelqu'un qui l'avait mangé, un Gabonais, et il me donne cette carapace, et de suite, je vois qu'effectivement, c'est une espèce nouvelle. Mais impossible de mettre la main sur cette espèce sur le terrain. Ça a duré des mois, ça a duré 3-4 mois, et je l'ai trouvé plusieurs centaines, 2 ou 3 000 kilomètres plus tard, dans un village,
où j'avais des témoignages qui me disaient que il y avait une tortue qui lui ressemblait, qui vivait dans ce coin, parce qu'elle était très particulière. La carapace, si tu veux, la dossière était toute noire et le plastron tout jaune. Ah. Or, au Gabon, et même dans cette région Il n'y a d'Afrique, aucune autre tortue. il n'y a aucune autre tortue qui a cette couleur jaune. D'autres ont des plastrons très clairs, mais pas à couleur jaune. Donc je m'étais attelé à chercher, à piéger, à faire tout des pieds et des mains, rien. Et le soir où je devais repartir, pour reprendre l'avion quelques jours plus tard, j'étais assis dans un bar, je consommais ma tristesse, et à deux doigts de mettre fin à ma vie de passionné tellement j'étais triste. Et puis il y a un gars qui arrive, un Africain, un Gabonais, qui s'assoit et je lui paye une bière. Et il me dit, mais toi le blanc là tu fais quoi ici là? Pourquoi tu es comme ça? Il n'y a personne ici, tu fais quoi? Et je lui dis, je cherche les tortues, tout ça. Il me dit, ah, mais il y a 3 jours, j'ai trouvé une tortue qui traversait la route là, dans un marécage. Et je lui dis, tu l'as toujours ce tortue? Il me dit, oui, elle est noire et elle est jaune. Ah, mais là, alors je lui ai repayé 2-3 bières. Faut être généreux et payer des coups, ça sert dans la vie. Parce que, La bière, ça en fonctionne plus, toujours. si tu veux, en plus d'être drôle, je suis quelqu'un de super généreux. Quoi. Ça se voit et ça se sent. Ben, vous voyez, il est C'est-à-dire, ça se voit? Pourquoi ça se voit? Bah parce que tu d'accord. émanes quelque chose de généreux, je trouve, pas de renfermé. On sent la générosité chez toi et vous l'avez vu dans les premières vidéos qu'on a fait déjà et vous le voyez ce soir. Et alors, cet Africain adorable m'amène la tortue dans un seau et là, je tombe sur cette tortue qui était une nouvelle espèce, indéniablement. À partir de là, je suis resté plus longtemps. Et j'ai piégé dans les zones qu'il m'a indiquées. Alors piéger, ça veut dire quoi? Ouais, justement, j'avais posé la question, c'est quoi un piège à tortue? Un piège à tortue, à l'époque, il n'y avait pas tous ces verveux, etc. Verveux, c'est des pièges, si tu veux, à l'origine qui sont utilisés pour les poissons, pour attraper les anguilles, etc. Ouais. Et qui sont maintenant utilisés dans l'inventaire des cistules ou des tortues aquatiques. Hein, et c'est des pièges qui sont très très efficaces. Malheureusement. Ça marche comment alors? Et ça marche, si tu veux, c'est comme un filet en entonnoir. Tu as des petits filets qui sont sur les côtés. Et la tortue longe le filet, elle rentre dans le piège et elle ne peut pas en sortir. Voilà. Vous mettez des appâts Même pas. Ah non, c'est juste même comme ça. Pas, si tu veux, quand tu les positionnes bien, les tortues finissent toujours par longer le filet et rentrent dans le piège. Et là, c'était des pièges avec du grillage poulailler. Enfin, ça c'est Georges Le Gracier, un ami de Guyane, un excellent éleveur et connaisseur des tortues qui me l'avait enseigné. Avec du grillage de poulailler, on fait un petit piège. Là par contre on n'a pas. Toujours une partie qui soit en dehors de l'eau pour que l'animal puisse respirer. Oui, bien sûr, parce que les tortues, évidemment, ne respirent pas sous l'eau, contrairement à ce que certains pensent. C'est pas des poissons, elles respirent de l'air. Et donc à partir de là, tu les positionnes dans différents endroits et avec la chance qu'on a que j'ai eu, on en a attrapé quelques spécimens. D'accord, et donc c'est des spécimens qui ont servi à la description, tout à fait. Pour la description. Et qui l'a décrite alors finalement? C'est Roger Bourg. Roger Bourg, feu Roger Bourg. Paix à son âme, Roger qui était un grand monsieur de la tortue, Roger Bourg, grand scientifique. C'était le plus grand spécialiste de tortues en France et un des 5 plus grands spécialistes au monde. Hein. Il faut jamais cesser de le répéter. En dehors d'un homme adorable, très attachant, c'était également le plus grand spécialiste. Ouais, moi, il m'avait fait passer mon certificat de capacité. Il était à la commission du 78 quand j'ai passé mon certificat de capacité. Et tu étais déjà habillé comme ça? Et j'étais comme ça, et il avait d'ailleurs, je pense que ça avait joué en ma faveur. Roger avait kiffé mon style, comme on peut dire. Hein, c'est vrai qu'il parlait à Roger. Mais en tout cas, malheureusement, Roger nous a quittés l'année dernière. Mais il sera toujours parmi nous. Mais il sera toujours là, de par déjà de son travail énorme au niveau des tortues. Donc c'était lui qui a décrit la tortue de la classe. Donc Jérôme, qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux quand on est un passionné de tortue, d'avoir une tortue qui porte son nom, qu'on a découvert soi-même, la classe. Et alors, en plus, si tu veux, ce qui est sûr, c'est que jamais j'aurais pensé avoir cette chance-là, quoi. Jamais. J'allais pas en Afrique ou ailleurs pour découvrir. Parce que moi, c'était comme ça. Ça restait le terrain des spécialistes. Moi, je me considère
ce que je suis toujours, un passionné, quelqu'un qui aime les tortues et qui a envie d'agir et d'être utile à leur cause, c'est tout. Donc pour moi, découvrir une nouvelle espèce, c'était réservé à un clan, ce clan des scientifiques, des sachas, etc. Bon, ben, c'est super. En fait, c'est réservé à ceux qui les trouvent. Mais si tu veux, ma vie de passionné, je l'ai accomplie et j'avais pas 30 ans. Donc après, c'est génial. Aujourd'hui, c'est que du bénéfice. Exactement, bah, c'est top. Donc voilà, donc 3 espèces. Ensuite, après, qu'est-ce qui s'est passé après cette découverte? Alors, il y a eu donc la tortue aux yeux bleus, la Pélus de Maran et Pelusio cupulata, qui est une espèce que j'ai trouvée en 93 accompagnée d'un ami, Georges Legracier, en Côte d'Ivoire. Seulement, quand j'ai ramené cette tortue en 93, même Roger et les scientifiques américains n'étaient pas convaincus que ce soit vraiment quelque chose de alors que moi, si tu veux, j'avais déjà fait les pays d'Afrique occidentale, connaissant assez bien le genre Pelusio, je savais que c'était quelque chose de nouveau. Et il aura fallu attendre 10 ans de plus pour qu'en fait il y ait eu une exportation d'animaux originaires du Ghana, des Pelusio du Ghana à destination des États-Unis, pour qu'un spécialiste de tortues américaines dise mais attendez, c'est quoi ça? Et il a envoyé, si tu veux, un mail à Roger Bourg, qui est et qui sera à jamais le plus grand spécialiste du genre, qui a consacré sa vie sur ce genre. Et effectivement, Roger m'a appelé en disant oh, ta tortue là, c'est ta tortue. Il faut y aller, il faut y revenir. Donc j'ai repris l'avion de suite et puis on a finalisé la chose et on l'a décrite ensemble. Excellent, bravo. La classe. Moi j'applaudis ce genre de parcours. Hyper touchant, hyper émouvant. Donc vous voyez, vraiment beaucoup d'investissement personnel et fort heureusement récompensé là par quelque chose de super touchant d'un point de vue humain. Donc ensuite, tu as continué comment ta carrière et ensuite, alors parallèlement à ça, si tu veux, j'avais été contacté par un comptable marseillais qui s'était installé en Corse pour monter, qui avait une collection, quelqu'un qui avait des moyens et qui avait une collection de tortues et qui l'a ouvert au public en 97-98, qui est le parc, le zoo à Cupulate. Voilà. Donc je suis allé passer quelques années là-bas et après ces quelques années, j'avais toujours dans ma tête de toute manière l'objectif de monter ma propre structure. Excellent. Et ce qu'on a fait avec des amis, quand je suis rentré en 2003-2004, en 2006 j'ai créé l'association du refuge des tortues. Voilà, donc on va en parler largement ce soir. Et cette association, dont le double objectif, c'était de créer donc un refuge pour tortues, des tortues qui nous sont amenées par des particuliers ou par l'administration. Ça c'était le premier objectif qui est atteint aujourd'hui. Et le second objectif, c'est en dehors du fait de continuer à sensibiliser les gens sur la protection des tortues ou sur leur donner les infos pour bien s'en occuper également. Exactement. Parce qu'on n'est pas contre, enfin, personnellement, je n'ai jamais été contre la captivité des animaux. On aura peut-être l'occasion d'en reparler si tu me donnes la possibilité. Au contraire, on est là pour ça. Voilà, donc le double objectif, c'est la création du refuge, c'est fait. Et ensuite, c'est de créer une zone, un îlot de biodiversité. On rachète petit à petit des terrains et de créer une grande réserve, non pas uniquement pour les tortues, mais pour la biodiversité qu'on côtoie au quotidien. Tout ce qui est reptiles, amphibiens, mais aussi bien des plantes que des oiseaux, des mammifères, etc. Et on fait un inventaire, on fait un travail conséquent actuellement et qui, j'espère, aboutira à la création d'une zone protégée autour du refuge des tortues. Excellent, parce que donc, quand on a visité, on a eu la chance de faire avec toi comme guide, donc c'était génial la visite du refuge. On a pu observer bien sûr toutes les tortues qui étaient dans les enclos, mais on a vu aussi toute la biodiversité puisqu'on a pu voir plein d'insectes, des lézards, on a vu des accouplements de lézards, il y a plein de serpents, etc. Donc c'est vraiment un refuge génial pour la faune locale. Et donc c'est quand même assez grand puisque le terrain fait 40 hectares. Donc c'est pour ça que comment ça se passe? C'est une association, donc vous fonctionnez
comment vous financez? Parce que ça, c'est quand même le nerf de la guerre, d'avoir de l'argent pour se développer. C'est effectivement, et tu as tout à fait raison, Nicolas, c'est le nerf de la guerre. L'argent, sans argent, tu peux avoir... On ne peut pas nourrir des tortues. Voilà, toutes les volontés, surtout si elles vous ressemblent. Exactement, les pizzas, ça coûte un max. Ouais, c'est clair. Et comment on fait au début, en fait, c'est un pari. C'est un pari avec la famille, avec mes parents, avec des amis qui très tôt m'ont fait confiance. Donc un, Johan, que je salue, qui est là depuis le début, mais on peut saluer également Christophe, qui font partie du noyau dur. On est trois, où on est là quotidiennement pour faire avancer les choses. Et Johan a abandonné son travail en 2014 pour venir avec moi, et j'ai fait un peu mon Churchill. Je lui ai promis du sang, de la sueur, des larmes, et puis au final, la victoire. Et la victoire, voilà. Pour nous, c'était quoi? C'était l'ouverture du refuge des tortues au public. Sauf qu'on a eu... on n'habiterait pas la France, ça serait peut-être, je ne sais pas si ça serait plus simple ailleurs, mais en tout cas, ça a été super compliqué. D'un point de vue administratif jusqu'à ce que quand même... Il y a Olivier Marquis qui regarde. Hey, salut Olivier. Salut Olivier. Cool. C'est cool que tu sois là. J'ai ma carapace. C'est quelle espèce, Olivier? Moi, je n'arrive pas à l'identifier. C'est la première fois que j'en vois une comme ça. Ah, je vais finir au muséum comme ça, plus formel. Et donc on a eu un partenaire qui était ferrailleur et qui a joué un rôle prépondérant. Sans lui, rien n'aurait été possible. Et en fait, ce qui est génial, et c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que c'est parti d'une initiative personnelle, la mienne, une volonté, mais alors je suis un pitbull, moi quand j'ai une idée dans la tête... c'est important, quitte à m'arracher tous les cheveux, et ça a fonctionné. Hein. Ne me fais pas, oui voilà, je sais que tu ne me feras pas de réflexion désagréable. Non, pas du tout, j'ai fait la même chose, je me suis aussi arraché les cheveux pour monter rectiligne, donc voilà, je connais ton problème. Voilà. Oui, mais toi ça... Moi j'ai laissé pousser là pour compenser. Et donc si tu veux... Il nous a fait don de beaucoup de ferraille, ce qui nous a permis de monter le refuge avec beaucoup de récupération. Ouais. Et on a travaillé 5 ans comme des tarés, comme des fous, on s'est isolé, sans répit. On est parti d'un champ, et à partir de là, on a été aidé. J'ai une amie qui a fait un don, qui a fait un leg à l'association, donc de l'argent, qui a permis d'avancer également, et ensuite des rencontres, des fondations, la fondation Brigitte Bardot, 30 millions d'amis, la SPA, Fondation Assistance aux Animaux, la Banque Courtois, enfin tout un ensemble de... Si tu veux, quand le plus dur dans un projet, bon, il faut d'abord être habité par ça, il faut y croire, ça, c'est sûr. Et il faut rien lâcher, rien. Et il y a plein de gens, des gens bien intentionnés, des gens très bien, des bourgeois, ou pas d'ailleurs, ou des Français moyens, peu importe, des gens qui vont te dire mais tu es fou, vous êtes fou, ça va pas marcher, mais garde les tortues comme un hobby. Mais fais un travail sérieux, ça c'est la France. La France, il faut être sérieux. Et bien moi, depuis gamin, j'ai décidé de ne pas être sérieux. J'ai décidé, quitte à déplaire à tout le monde, à la France entière et à tous ces bien-pensants, j'ai décidé d'être gamin toute ma vie, un gamin. Parce qu'un gamin, toute sa vie, il poursuit ses rêves, il ne les lâche jamais. Il n'y a rien de pire qu'être vieux à 20 ans. Écoutez Jacques Brel, il vous l'expliquera mieux. Voilà, et c'est pour ça que c'est un parfait invité pour Airworld, parce que c'est exactement notre credo chez Airworld, c'est ne pas se prendre au sérieux et faire quelque chose de sérieux. Bon, j'irai pas jusqu'à me déguiser en tortue, hein, et à manger mais ça viendra. Bah oui. Parce que ça, je trouve que c'est un petit peu... c'est un peu olé olé. C'est un peu olé olé, c'est pas sérieux. Il est jaloux parce qu'il avait pas sa taille, c'est tout. Sinon il l'aurait fait, l'enfoiré. Ça aurait été trop bien. Il est dur. Ça aurait été génial. Bon, pour la prochaine. Mais il est affreux. La prochaine fois, tu sais. Heureusement qu'il y a Laurine. Hein. Ouais, justement, il faut que ça compense quoi. Voilà. Bad cops et good cops. Donc, en fait, ça fonctionne, une association par les dons, et vous faites aussi peut-être payer l'entrée du refuge quand les gens viennent visiter, parce qu'on peut visiter le refuge. Tout à fait, absolument Nicolas. Et donc à partir de ces années de galère, on a réussi notre tubercactumu. J'ai un problème de
de problème de calcium, je crois. J'ai perdu. Ouais. Ma carapace devient molle. On va appeler Lionel, il va te faire quelques injections. D'ailleurs, il vient le mois prochain, Lionel. On va en parler. Bonjour Lionel. Salut Lionel. Et donc, on a ouvert depuis l'année dernière, on a eu l'autorisation. Et alors, les choses sont un peu inversées. Si tu veux, l'administration a été un peu dure au départ. Et ensuite, c'est elle qui a permis, notamment l'Adria, l'Occitanie, et je pense notamment à M. Daned, mais également à la DDPP. Tous ces gens, à un moment donné, ont compris, je crois, Ils ont que je lâcherais rien. Voilà, et ils ont réalisé en plus que tu étais quelqu'un de très sérieux et qui avait un projet qui était hyper utile pour les animaux. Mais sans eux, sans leur volonté à un moment donné de dire bon allez, on va faire le nécessaire, le refuge n'aurait jamais pu ouvrir ses portes. Et donc on est ouvert au public depuis le 20 avril 2019. C'est la seconde année maintenant. Voilà, et donc malheureusement là en pleine saison on a eu, et c'est comme ça qu'on a commencé à vous parler de Jérôme, malheureusement, on aurait préféré commencer à en parler comme ce soir, mais on a parlé du refuge à cause du Covid, parce que justement, Jérôme avait vraiment, et tous ses acolytes avaient vraiment besoin de pouvoir ouvrir le parc, mais comme il y a eu le Covid et que tout a été fermé, confinement égale manque de trésorerie, donc c'est pour ça que vous avez fait un appel aux dons sur une cagnotte Litchi. Alors on peut faire des dons libres directement à l'association ou passer par la cagnotte, et que les Earth Boys, donc Dimnatello qui est en train en fait il n'a pas du tout pris un coup de nunchuck, on a fait des effets spéciaux de la balle, vous avez cru en fait il est en vacances en train de faire du pédalo, je vous le dis. Ici on vous dit toujours la vérité, là il est en train de faire de la trottinette et machin, pendant que nous on est déguisés en tortue, mais bon c'est pas grave, il mange des merguez, il a mérité ses vacances, donc il a bien bossé toute l'année, il a appris à jouer de la guitare. Bon bref, pour revenir sur le sujet qui nous intéresse, voilà. On s'est dit, il faut absolument aider des gens comme Jérôme et ses potes, parce que vraiment ça vaut le coup, parce que vraiment c'est des gars cool. Et donc, on vous avait dit, voilà, si vous faites des dons à partir de 20 €, on vous offre des t-shirts, c'est toujours valable, vous pouvez toujours faire des dons. Et d'ailleurs, on avait sorti même un nouveau t-shirt que Laurine peut vous montrer. Donc en fait, le t-shirt que vous avez proposé, c'est le t-shirt de l'émission Air World. Voilà. Et donc, notre nouveau t-shirt avec la solution de Reptiline pour sauver la planète. Hein. Pour sauver la planète, utiliser plus de préservatifs et élever plus de reptiles. Donc, voilà. Moins d'hommes, plus d'animaux, et peut-être qu'on survivra. Mais c'est pas sûr. En tout cas, c'était bien fun, une belle caricature. Donc on va en offrir un à Jérôme, bien sûr. Et donc voilà. Et à chaque fois qu'on vend un t-shirt comme ça, 5 € reviennent à une association qui protège les reptiles de notre choix. Et notre association est le Refuge des Tortues. Et j'ai l'honneur de remettre ce soir ce chèque de 1 million de dollars avec à Jérôme. Non, en fait, je déconne, on a quand même collecté 100 balles. C'est pas 1 million? Bah ouais, merde, désolé vieux. Mais c'est 100 € quand même en vendant des t-shirts. Alors merci à tous les Harpers. Et crânez bien avec vos t-shirts. Voilà, c'est pour l'association du Refuge des Tortues. On l'a dit, on le fait, c'est pas genre on va donner 5 € et en fait on va boire des bières et on s'achète des guitares. On va manger des pizzas. On va manger des pizzas comme des oufs chez Domino's. Non, on le donne au refuge. Donc faites comme nous, donnez au refuge parce que franchement les gars, il faut y aller, il faut aller voir ça. Donc, je voulais juste dire, je te coupe. Vas-y. Bon, on n'est pas en direct, tu feras le montage. On fera au montage. Oui, par rapport aux gens qui nous aident, hein, c'est oui. important. D'abord, je vous remercie, je remercie vivement toute l'équipe de Reptiline parce que tu as été le premier à nous appeler. Parmi les premiers, il y en a eu d'autres, mais j'ai été sensible, non pas parce que tu nous remets un chèque ce soir, hein, tu l'as fait bien avant ce soir d'ailleurs, hein, de nous aider financièrement, mais de suite, spontanément, tu m'as appelé, tu m'as demandé ce qu'il fallait, si tu pouvais être utile, etc. Et franchement, je te remercierai jamais à ça, pour ça. Par rapport aux gens qui nous ont aidés, il ne faut pas oublier également que chaque année, on reçoit des stagiaires au Refuge des Tortues. Ah oui. Et ceux qui sont travailler bénévolement. Ceux qui sont intéressés pour effectuer des stages, alors il y a les bénévoles qui viennent filer un coup de main. Et d'ailleurs, aujourd'hui,
peut-être qui nous regardent. Il y a Abel et Xavier de Salut SOS Abel et Petite Xavier. Bête. Ah que tu oui, connais, bah, oui. je les connais bien parce Et qu'ils sont il m'a du demandé de faire une bise. Est-ce qu'on se fait la bise? bah, on s'en fout. Ouais, ouais, vas-y. Oh, Voilà. non, 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 non. bah, vas-y, Bon, je vais Ouais. faire la bise. Ah non, on n'est pas. Ça va, on a nos masques. Je Je fais rien. Mais non, il y a les Tortues Ninja. Et oui, c'est C'est bon. En plus, nous, on est déjà mutés. Bon, l'idée c'était de faire la bise à Laurie. Tu Ah, l'avais ouais, Bah, demandé. écoute, moi, il n'y a pas de souci, Désolé. hein. Ah Tu bon, peux lui allez, faire la vas-y. Bon, très bien, merci. Bravo pour ce Et que donc, tu fais. c'est très bien. Et Abel et donc et Xavier, son papa, Ouais, qui ont sont une très association SOS Petite Bête. Voilà, Ils SOS sont- Petite Et Bête. ils viennent passer une semaine à nous aider au refuge des tortues. Pareil, bénévolement. Tu vois, c'est tout ça. C'est finalement ce qui est génial dans tout ça. C'est que on a Ça une rassemble. passion et ça rassemble. C'est un carrefour. Et quand je parlais de stagiaires, chaque année on a des jeunes merveilleux. Et cette année on a une équipe fabuleuse de gens qui ont des défauts. Les 3/4 viennent de Lyon. Ouais. C'est quand même pas. Ça. Toi tu es de là-bas, non Non, pas du tout, moi je suis de Nice. De Nice. Ah, Oui, moi, c'est de pire. Nice. Ouais, bon, C'est ils n'ont carrément pas que des nous, qualités, mais je pense à des gens comme Eric, à Paul, à Tristan, à Jean-Marie qui nous viennent du Congo, tu te rends Ah, compte? je suis en Marie, Du Congo. mais c'est vrai. Jean-Marie, on t'embrasse. Ouais, bah surtout que Mais- venir du Congo en skate, Ouais, c'est vraiment, pas, t'as assuré. Quoi. c'est pas facile. Et donc plein de Nolwenn, Ilona, Clarisse, etc. Tous ces stagiaires qui viennent nous filer un coup de main et le refuge ne serait pas ce qu'il est sans leur aide au quotidien pendant Exactement. des fois 2-3 mois. Donc voilà, c'est hyper important. Donc n'hésitez pas, si vous voulez postuler pour faire des stages, envoyez par Il y a email. différentes façons d'aider le refuge. Voilà, Et d'autres exactement. structures. C'est pas que de l'argent, hein. C'est aussi donner un coup de main. Ça peut être d'offrir aussi des matériaux, de la nourriture, voilà, comme le ferrailleur qui avait offert des matériaux, etc. Ou peut-être si vous êtes doué pour quelque chose en plomberie ou je ne sais quoi, vous pouvez donner un coup de main. Donc voilà. Donc vraiment une initiative à suivre. Donc il y a un site internet Oui. qui est www.lerefugetortues.com. exactement. Vous pouvez le trouver sur Google. Vous avez tous les contacts. Vous pouvez contacter Jérôme et son équipe. Donc j'avais aussi donc une question plus précisément avant qu'on attaque. On va quand même vous montrer des tortues hein, parce que le temps file. Jérôme est là pour nous expliquer plein de choses sur les tortues, donc il faut en profiter. Donc en fait, une question, si par exemple, donc, comme tu l'as dit, des gens peuvent amener des tortues, soit qu'ils ont trouvé blessées ou autres en train de gambader, soit des gens qui peuvent peut-être, pour des raisons X ou Y, ne plus garder leurs tortues terrestres ou aquatiques. Comment ça se passe pour vous ramener des animaux en fait? Est-ce on peut venir comme ça? Est-ce qu'il faut vous contacter d'abord? Explique-nous un peu la marche à suivre. Alors concernant le placement des tortues terrestres et aquatiques au refuge, dans un premier temps, il faut nous contacter par mail. À partir de là, on envoie à la personne. Alors, la personne peut nous contacter également par téléphone. Je demande toujours à ce que, surtout si c'est une tortue qui a été trouvée dans la nature, qu'elle nous envoie un SMS, une photo par SMS, de manière à ne pas être sûr qu'elle vienne de trouver une cistude d'Europe, une émie de lépreuse ou une tortue d'Hermann en plein massif des morts. Ouais, Auquel cas, ces animaux, totalement normal, il voilà, faut pas les il toucher. faut, voilà, il faut Parce que- surtout pas les déplacer. Parce qu'on va en parler après de quelle attitude à avoir quand on est dans la nature et qu'on trouve des tortues. L'attitude est simple finalement, c'est juste les observer, ne pas les toucher surtout, Ouais. et voilà, ne pas les déplacer. Elles vivent là. Si vous êtes dans des aires de répartition, on va le voir après. Et donc à partir de là, par mail, nous dire que voilà, je souhaite confier ma tortue au refuge des tortues. À ce moment-là, on envoie toute la marche à suivre. On a fait une espèce de petit livret. Une charte. Voilà. Et si la personne est d'accord sur les conditions, parce que quelles sont-elles les conditions? Il faut adhérer à l'association du refuge des tortues et verser un don de 20 € par tortue, tout simplement parce que Il y a chaque un tortue qui est prise en charge au niveau du refuge, on les amène à l'école vétérinaire de Toulouse parce qu'on a un partenariat avec l'école véto. Elles Excellent. sont systématiquement pucées, vermifugées, et tout ça, ça fait des frais qu'on est obligé de répercuter sur les propriétaires, mais ça se passe. En Ça, général, les gens sont contents de Ça le se faire. passe, écoute, vraiment, ça se passe super bien, parce qu'on a beaucoup de gens qui, la très grande majorité,
c'est pas des abandons, les gens viennent, ils pleurent, Ouais, c'est ça la mort fait dans 30 l'âme, ou quoi. 40 ans, ouais, parce qu'ils peuvent plus les garder. Et à partir de là, ils nous les confient et même certains nous aident tous les mois ou régulièrement dès qu'ils le peuvent, alors qu'il n'y a pas d'obligation. Ouais, alors, comme on va vous l'expliquer, en fait, pourquoi ça se passe, c'est que les tortues sont des animaux qui ont une longévité très importante. Donc, quand on a une tortue, des fois les gens arrivent un peu à la fin de leur vie et leur tortue a encore de belles années puisqu'elle elle a que 50 ans, ou voilà, elle a encore des années devant elle. Et puis, ils sont plus peut-être en forme, pardon, excusez-moi, moi non plus je suis pas très en forme là, dans ce coup, pour garder leur tortue, ou ils doivent abandonner leur maison parce qu'ils sont trop vieux pour la garder, etc. Et c'est souvent la mort dans l'âme qui vont devoir se séparer de leur tortue, ou les enfants n'ont pas envie de récupérer la maison avec les tortues. Et heureusement qu'il y a des gens comme Jérôme pour récupérer tous ces pauvres animaux qui ont eu une vie géniale jusque-là, et on a envie qu'ils continuent à avoir une vie géniale jusqu'à la fin. Donc super, donc on va passer à la tortue d'Hermann. Je vous avais expliqué qu'on parlait des tortues terrestres, on va parler de la star des tortues terrestres. On va enfin montrer une tortue. Voilà, enfin, ouais, les gens doivent être là, ouais, des tortues, Enfin, pas non, ninja, il y a des tortues, déjà, pas ninja. Ouais, non, mais les gens ils sont là, des tortues, pas ninja. Est-ce que vous pouvez, les gars, vous avez pas des tortues, mais qui soient pas ninja? Oui, on en a plein. Alors, allons-y. Dude, J'arrive. amenons-nous les tortues. Voilà, on les a mises pour l'instant dans des petites boîtes, histoire qu'on puisse vous les montrer et sans qu'elles paniquent et sans qu'elles fassent pipi sur la table. Et voilà nos petites tortues. Donc on a... Alors aujourd'hui, on va parler principalement de la tortue d'Hermann, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, et aussi il y a pas mal de choses, d'informations qui vont être communes à d'autres tortues terrestres, par exemple l'alimentation, etc. Donc on va commencer par parler, avec Jérôme qui les connaît très bien, de l'aire de répartition de ces tortues. Donc la tortue d'Hermann, où est-ce qu'on la trouve? Alors la tortue d'Hermann, c'est une tortue terrestre qui vit essentiellement sur le pourtour méditerranéen. Elle est scindée en deux sous-espèces. La tortue d'Hermann occidentale. La tortue d'Hermann occidentale, c'est la tortue d'Hermann qu'on trouve chez nous. C'est laquelle? Donc Testudo hermanni. Testudo hermanni. Ouais, la sous-espèce nominative. On en a une ici, voilà. Une petite. Qui est de la population Corse, celle-ci. Et donc la tortue d'Hermann occidentale, Testudo hermanni, occupe une aire de répartition qui couvre le nord de l'Espagne, le sud-est de la France et ensuite l'Italie. On la retrouve sur certaines îles méditerranéennes, l'archipel des Baléares, la Corse et la Sardaigne. Dans le massif des Albères, elle est présente uniquement côté espagnol. Les dernières populations côté français ont malheureusement disparu suite à l'incendie de 1986 qui a dévasté plus de 20 000 hectares. Et donc maintenant, on la trouve du côté espagnol, massif des Albères, la Catalogne, grosso modo, et elle est présente dans ce secteur-là. Voilà, alors celle-ci, c'est celle qu'on peut trouver donc éventuellement en France. Et après, on a la Testudo hermanni Bouetgueri, qui, elle, est donc... Alors ça, c'est effectivement la deuxième sous-espèce de tortue d'Hermann. C'est la tortue d'Hermann orientale, Testudo hermanni Bouetgueri, que l'on rencontre, elle, de la Slovénie jusqu'à la péninsule hellénique, c'est-à-dire tous les pays des Balkans, l'ancienne ex-Yougoslavie, et elle va jusqu'en Grèce. C'est une tortue qui est beaucoup plus grosse, beaucoup plus robuste, mais on la retrouve jusqu'en Roumanie également, la Bulgarie, la Roumanie. Donc ça monte même là où il fait vraiment froid. Oui, avec des spécimens très très gros de plus de 30-35 cm. C'est des très belles tortues également. Excellent. Donc en fait, c'est celle que vous pouvez trouver le plus souvent dans des animaleries, comme la nôtre par exemple. Donc très souvent on nous pose la question, mais on a le droit d'avoir des tortues d'Hermann? Oui, on a le droit d'en avoir, mais sous certaines conditions très strictes. Alors, elles sont protégées en France. Donc, si on parle de la Convention de Washington, donc, qui protège tous les animaux de manière internationale,
elle a une protection, on va dire, moyenne. C'est-à-dire qu'elle est en annexe 2 de la Convention de Washington. Ce n'est pas la plus haute protection, puisque la plus haute protection est en annexe 1. Mais par contre, elle est en annexe A du règlement européen. Donc en haute protection, puisque comme vient de l'expliquer Jérôme, elle est menacée dans son milieu naturel, puisqu'il y a une perte de l'habitat, il y a eu beaucoup de feux de forêt, donc ça c'est de plus en plus le problème, on l'a vu récemment même dans le Gard et tout ça. Donc à chaque fois, faites attention, hein, soyez des bons citoyens, balancez pas vos cigarettes, faites pas des barbecues n'importe comment, ne jetez pas des bouteilles de verre, des bouteilles de bière dans la nature qui vont faire un effet loupe et qui peuvent faire des départs d'incendie. Vous regardez les informations, malheureusement de plus en plus, il y en a eu en Australie des énormes. On est tous conscients qu'il y a un réchauffement climatique, donc on a des températures et des sécheresses de plus en plus longues. Donc ces malheureuses petites tortues, entre le fait que les humains grappillent tout leur habitat en construisant des maisons et en construisant des villes, elles sont vulnérables. Il y a des routes, il y a beaucoup d'accidents quand elles traversent les routes. Et à une époque, et c'est pour ça qu'elles ont été protégées plus sévèrement au niveau de la détention en France, on pouvait les prélever, enfin les marchands les prélever dans la nature dans les années 60, etc. On en trouvait chez les poissonniers. Elles sont, oui, tout à fait, Nicolas. Elles sont protégées depuis 1976. Le 10 juillet 1976, c'est la date de protection de la loi de protection de la nature. Et avant 1976, elles étaient vendues, mais comme tu dis, chez les poissonniers, voilà. N'importe où. On en faisait même cadeau. Ouais. Et par milliers, par millions, ça a été désastreux pour ces animaux. Moi, je me rappelle parce que moi, je suis de Nice, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une région où les tortues, l'Hermanie est présente à fond. Tout le monde avait des grands-parents, des copains, des cousins qui avaient une maison de campagne, et tout le monde dans la maison de campagne avait dans le jardin des tortues d'Hermann qui se reproduisaient, et c'était là depuis des générations. Ça n'a pas été prélevé, des fois elles venaient même d'elles-mêmes dans le jardin, elles passaient à droite à gauche, et en fait c'était très fréquent. Moi quand j'étais petit, le premier reptile que j'ai eu quand j'avais 5 ans, c'est la concierge de ma grand-mère qui m'a offert une tortue d'Hermann que j'ai mis dans son jardin et qui s'appelait Zoé et que j'ai eu pendant des années jusqu'à ce que je devienne adolescent. Et malheureusement, elle est partie dans un sac elle s'est cachée dans un sac de feuilles mortes. Elle est partie à la benne des années après. J'avais les méga boules, j'étais déjà grand et elle est morte comme ça connement. Mais bon, en tout cas, toujours est-il que à l'époque, dans le sud. Chez n'importe quel marchand, ma grand-mère elle m'a raconté qu'on pouvait trouver pour une pièce de 5 francs une tortue. Donc c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, pour avoir ces animaux-là, il faut impérativement qu'elles soient nées en captivité, qu'on ait un papier qu'on appelle un CIC, un certificat d'origine, donc ce fameux papier jaune qui est délivré par le gouvernement pour prouver que cette tortue est bien née légale chez un éleveur qui a tous les papiers qu'il faut, et elles sont identifiées. Donc au début, quand elles sont petites, elles sont identifiées par photo, et ensuite, dès qu'elles le peuvent, il faut les identifier par puce. Aujourd'hui, on peut le faire dès la plus petite taille, puisque celle-là est déjà pucée, par exemple. En fait, on implante une puce, une micro-puce d'ailleurs, dans la patte arrière gauche, ici. C'est à peu près $1. Bon, en même temps, moi, on m'a jamais implanté de puce, donc pour l'instant, je peux pas vraiment en parler. Mais en tout cas, bon, a priori, ça semble $1. Et après, elle le garde et ça permet d'identifier la tortue et en cas de contrôle, de prouver que notre tortue est tout à fait légale. Et vous pouvez en avoir, une fois que vous avez demandé l'autorisation pour les détenir, donc ce qui se fait sur Internet, vous pouvez en avoir jusqu'à 6 spécimens. Au-delà de 6 spécimens adultes, vous devez être titulaire d'un certificat de capacité. Donc là, on revient donc sur nos tortues. On a vu donc un peu les aires de répartition. Donc on en a une ici à vous montrer où il y a une petite discussion scientifique. Donc, donc ce serait une sous-espèce qui s'appellerait herzegovinensis, qui, d'après Jérôme et certains scientifiques, n'est pas valide et qui serait en fait une boîte guérie, mais qui vit dans un endroit bien spécifique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, c'est une... Alors, c'est d'après moi, mais ça... Non, mais vas-y, hein, donne ton sentiment. Ce n'est que mon sentiment. Hein. C'est une espèce, puisque certains éleveurs lui confèrent ce statut d'espèce, qui a été décrite il y a quelques années, sur la base d'études morphométriques, c'est-à-dire uniquement par rapport à la taille, par rapport aux écailles, etc., etc. Il se trouve que cette espèce, une des caractéristiques principales, c'est l'absence de plaque inguinale. La plaque inguinale, je ne sais pas où c'est la plaque inguinale. La plaque inguinale, elle est ici. C'est juste là. Et donc, si on prend, par exemple, est-ce que tu peux... Ouais, je te le tiens, ça. Hop là, si on prend
Alors, je sais pas si on peut le voir. Là, il y a une petite plaque inguinale. Tu l'as, la petite plaque là? Ah ouais. Voilà. Et Dans le chez coin. l'Herzegovinensis, elle est Elle est absente. Elle est absente. Bon. Effectivement. Ah ouais. Et alors, elle Elle vient fait pas de fonction. me déféquer Ah. dessus. C'est très Bah, sympa. attends. Je vais chercher. J'ai horreur de ces bêtes. J'arrive. C'est vrai quoi. Ah, c'est terrible. Moi c'est pareil, je fais pareil que dès qu'on me retourne. Je le ferai pas alors. Ah ouais bah non, évite de le faire. Regarde, j'en ai perdu ma carapace. Et ce qui est hyper cool quand t'as une carapace détachable, c'est que tu peux même t'en servir de coussin. Ah, ouais, Quand voilà. t'as un peu mal aux fesses, parce que c'est vrai que ma chaise. Donc, si tu veux, après, voilà, il y a les dernières études ont montré que Hop, sur la base d'analyse génétique, c'était, voilà, je te remercie Laurie, le fait de la considérer comme une espèce à part entière n'était pas valable. Ceci étant, l'étude des espèces, la taxinomie, la nomenclature, tout ça, ça évolue énormément. Il se peut que d'ici quelques années, on revienne sur ça. Moi, personnellement, mon sentiment, mais ça n'engage que moi, c'est que c'est une tortue d'Hermann orientale comme les autres, Mais par qui a contre, une caractéristique spécifique. mais de là à en faire une bonne espèce, c'est à... Mais par contre, c'est aux scientifiques d'y répondre. Par contre, pas... ça prouve quand même sa localité précise. Oui, Donc oui, en fait, oui. on la trouve Ouais, uniquement à un certain Ouais, endroit. ouais. Mais si on va par là, si tu veux, c'est la tortue d'Hermann, qu'il s'agisse de la tortue d'Hermann occidentale, Tessulo-Hermanni hermanni, ou l'orientale, Tessulo-Hermanni boedgeri, ont des aires de répartition. C'est une espèce ubiquiste avec une aire de répartition très vaste. Très vaste. Et il y a des populations très marquées. Donc ça veut dire que il faudrait peut-être attribuer un statut spécifique à chacune d'entre Chaque elles. localité. C'est compliqué. Par exemple, je prends l'exemple de la boedgeri en Grèce, dans le Péloponnèse. Il existe une population qui est naine, quoi, très petite. Alors après, on peut parler d'écotypes, on va pas. C'est des discussions qui sont lourdes et qui sont compliquées, mais si tu veux, quand moi je les ai observés sur le terrain, c'était Roger Bourg qui m'avait indiqué la localité. Moi je ne les ai pas trouvés tout seul. Lui, il les connaissait depuis très longtemps. Mais quand tu as entre les mains des petites tortues qui dépassent pas 12 ou 13 cm, quoi, qui sont très petites, mâles et femelles. C'est une adaptation génétique Tout à peut-être fait. à leur environnement, comme ça. Mais c'est très étonnant, quoi. Ouais, mais très étonnant. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. Bah, c'est très souvent le cas sur des espèces qui ont des aires de répartition Ouais. hyper géantes. Par exemple, si on prend le cas du python réticulé, rien Ouais. à voir avec les tortues. Mais oui. Des pythons réticulés, il y les en a phénix partout, solarités, il y en a partout en Indonésie, en Asie du Sud-Est, et sur certaines îles, ils peuvent être nains, c'est-à-dire le Jumperus qui est tout petit, qui va faire 1m50, 1m60, alors qu'un réticulé continental peut faire 5 à 6 mètres. On sait que c'est un des plus grands pythons du monde. Donc, 18 000 îles en Indonésie, plein de populations différentes, une adaptation au milieu, insularité, etc., font qu'il y a de la diversité. Donc, au-delà de la diversité au niveau un petit peu de la taille et des caractéristiques de couleur et tout ça, par contre, c'est sûr qu'au niveau de l'élevage, c'est la même chose pour tout le monde. Oui. Donc là, on va parler de ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut, les amis, si on souhaite adopter une tortue et surtout le faire dans de bonnes conditions? Parce que très souvent, on voit des gens qui veulent adopter une tortue et qui sont finalement ambiance je vais la mettre dans ma cuisine, ma grand-mère faisait ça, elle lui donnait des rondelles de tomates et de voilà. Ça, faut arrêter, on n'est plus dans les années 60, on sait aujourd'hui que ces animaux ont des besoins. Donc on est avec Jérôme qui les connaît très bien et qui va nous expliquer qu'est-ce qu'il faut pour élever correctement des tortues en captivité. D'abord, la première question, enfin, elle est multiple. La première question, c'est est-ce que, mais ça c'est une question générale avec tous les animaux, est-ce qu'on est en capacité financière, déjà, d'espace, ensuite, Le temps, etc. etc. Est-ce qu'on est assez responsable pour Avoir cet accueillir animal. une espèce qui est une espèce longévive, c'est-à-dire qui vit très longtemps. C'est quoi le record sur une tortue d'Hermann? Alors, c'est des animaux qui peuvent vivre une centaine d'années sans problème. Donc, Incroyable. si les on tortues était, géantes. si on était vraiment responsable, on se poserait la question
Qu'est-ce qui va se passer est-ce- après voilà. cette demeure, Est-ce qu'on est capable d'accompagner cette tortue? D'abord, il y a des grandes chances, Oui, on en va- fonction de l'âge, Ah ouais. qu'on passe, qu'elle nous enterre. Exactement, pour surtout être si vous moins mangez pas des macabre. pizzas. Voilà. Et donc voilà, bon, bref. Qu'elle nous donc- déterre plutôt. Parce que... oui, elle peut, dans certains cas. Enfin, Bref, c'était une jeune fille. Ouais. C'était juste une blague. Donc, et donc, si tu veux déjà être vraiment, avoir une attitude responsable quand on achète un animal, mais ça ne concerne pas que les tortues, comme je le disais. C'est, animaux, voilà, bien est-ce qu'on est capable de prendre en charge un animal? Et ensuite, c'est une tortue, la tortue, c'est un animal sauvage. Ça, il faut jamais L'oublier. cesser de le rappeler. C'est pas un animal domestique. C'est un animal qui a besoin d'espace, qui a besoin d'une alimentation équilibrée, qui a besoin qu'on lui offre tous les paramètres essentiels à son existence. Et ça veut dire, excuse-moi Nicolas, mais ça veut dire que avant d'acquérir une tortue, il faut se renseigner, il faut apprendre, il faut savoir, il faut connaître lire ses des besoins. livres, regarder des émissions Absolument. avec des spécialistes, Visiter des structures, contacter des associations, venir au Contacter- refuge des tortues. venir au refuge des tortues. Mais il y a plein d'autres structures. Mais évidemment, nous La on est vallée des là. tortues aussi qu'on salue bien. Évidemment, on est là pour répondre à ces questions et pour alerter les gens. C'est pas si facile. C'est pas un acte anodin que d'acquérir une tortue. Exactement. Donc si vous êtes prêts, c'est parti, on y va, on est prêt, on s'est bien renseigné. Donc on sait que l'idéal pour avoir ces animaux-là, c'est de les faire vivre en enclos. Oui, ah oui, tout à fait. Donc, on va décrire un petit peu l'enclos. Est-ce que moi j'ai quand même une question parce qu'on a quand même des éleveurs qui vivent au final en Allemagne, au fin fond dans le nord de l'Allemagne et tout ça. Est-ce que pour toi c'est possible avec le bon matériel de faire vivre en donnant de la place une tortue Berman en intérieur entre guillemets pendant toute une vie? Est-ce que c'est possible? Alors, possible, c'est possible. Est-ce que c'est moral? Ça, c'est une autre question. Ouais. Pour moi, je dirais non. Une tortue, elle a besoin de place. Mais par contre, Non mais quand je dis Oui, ça peut être dans quelque chose de grand, hein, pièce mais type enclos mais intérieur par exemple. quel que soit, alors je vais peut-être étonner, enfin, Non, non, mais jusqu'à vas-y. une certaine latitude quand même, hein, mais quel que soit l'endroit où on dit, il faut absolument que les tortues vivent à l'extérieur. Très bien. Et Parfait. ceux qui pensent que ce n'est pas possible, c'est qu'ils ne connaissent pas les tortues et qu'ils ne savent pas les élever. Pourquoi tu as... je considère que les meilleurs éleveurs... enfin, maintenant, ça commence Ouais, à ça commence à s'équilibrer. se rééquilibrer. Ça se commence, tu vas me rejoindre là-dessus. Ouais. Mais pendant longtemps, pourquoi les meilleurs éleveurs étaient en Allemagne, en Hollande, en Belgique? Parce qu'ils voyagent beaucoup. Voilà. Alors, parce que d'abord, c'est des gens qui s'intéressent vraiment aux animaux, qui essaient de les comprendre, qui sont allés sur le terrain. Et quand on va sur le terrain, sans les manipuler, voire Juste où elles vivent. sentir l'habitat dans lequel elles vivent. Et à partir de là, que ce soit dans le nord de la France ou dans ces pays-là, il y a un élément fondamental, c'est la serre. À partir du moment où on installe une serre dans un jardin, c'est plus la même chose. Donc en fait, quand je disais en intérieur, je me suis peut-être mal exprimé. Hein. Je ne pensais pas forcément à la faire vivre dans une maison, mais je veux dire, en fait, on peut la faire vivre sous serre. Absolument, tout à fait. Voilà, donc c'est-à-dire, en fait, pas forcément dans un jardin. C'est sûr que si on vit au fin fond du nord de l'Allemagne, ça sera peut-être difficile qu'elle en profite vraiment. Là, on va être obligé de passer sur un processus de serre. Et aujourd'hui, une serre, c'est quand même relativement Oui, c'est abordable. facile à monter. Alors, donc on va prendre, nous on est de la région parisienne, hein, Gazeran c'est dans le 78, donc on a beaucoup de clients qui viennent de la région parisienne. Donc qu'est-ce que tu conseilles à des gens qui vivent en région parisienne, en tout cas sur la ligne au-dessus de Lyon, puisque jusqu'à Lyon, je pense qu'on n'a pas trop de problème Oui, tout à fait, ouais. pour la faire vivre toute l'année dans le jardin, elle va hiberner toute seule, on va revenir sur ce point-là, mais en gros il y a un ensoleillement qui est important, une pluviométrie qui est quand même raisonnable. Malheureusement, c'est même plutôt maintenant dans le sud de la sécheresse, malheureusement pour les agriculteurs et la faune. Mais nous ici, dans la région parisienne, si tu vivais en région parisienne, comment tu ferais pour faire un enclos pour les tortues? Qu'est-ce que tu conseilles? Je ne peux pas vivre en région parisienne. Non, bon, admettons, mais dans ton rêve, dans un pire cauchemar, dans un pire cauchemar, imagine. Ah non, non, c'est pas un cauchemar. C'est pas un cauchemar. Non, plus sérieusement,
on a noté que les tortues terrestres habitent le pourtour méditerranéen. La première des choses, sauf certaines régions, certains microclimats, c'est quand même des saisons relativement marquées, de moins en moins, mais très sèches, des milieux, des biotopes très secs, qui ne sont pas très humides. J'ai cru lire que la Testudo herzégovinaensis habitait des endroits plus humides que la Boëtgérie, ce qui est faux. J'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs reprises en Croatie et dans les pays des Balkans. C'est super sec. Ceci étant, ce qui est important, c'est de limiter l'humidité. Comment on limite l'humidité? Ça, voilà, ça c'est c'est super pour les moutons, les cochons d'Inde, ici, je sais pas, Moi, les miens, ils sont nus. Ils sont nus, mais oui, j'ai vu qu'ils n'avaient pas de... Tu les... Tu leur enlèves le manteau, il fait chaud ici. Et donc, l'humidité, c'est un problème. Alors, comment on fait pour enlever l'humidité? Ça veut dire qu'il faut refaire un enclos, ça veut dire... drainer. Il faut drainer absolument l'enclos. Là, c'est du boulot, c'est du boulot. Ça veut dire qu'il faut décaisser, drainer... Décaisser, c'est-à-dire on va creuser d'abord. À combien? Après c'est voilà, 40 ou 50 cm, tu mets une vingtaine de centimètres de cailloux, et alors ça peut être utile également ultérieurement, on le verra en fonction de l'aménagement contre les rats, etc. Bon, il faut drainer l'enclos, ou du moins une grande partie. Et ensuite mettre une serre, installer une serre où là vraiment il faut que ce soit sec. Très sec. Et on peut même éventuellement, peut-être dans la serre, faire quelque chose de bétonné pour pas qu'il y ait l'humidité du sol. C'est pas obligatoire. Ça dépend. Tu peux également, il y a plusieurs façons de drainer. Bon, évidemment, tu décaisses, tu enroches, etc. Après, tu peux relever la zone où il y a la serre, une pente, etc. Bon, tout ça, après, c'est des trucs techniques, mais l'idée, c'est de drainer. Voilà. Il faut drainer. Et une partie couverte. Et ensuite une partie couverte, et après on draine, c'est bien, mais il y a de la terre, l'herbe va pousser. On le verra sur la tortue des steppes, ce qui est super intéressant, et même chez les hermans, c'est d'installer une zone avec beaucoup de copeaux, pour sécher des copeaux, des écorces de pin, du mulch, voilà, exactement. Bon, tout ça, il faut l'installer. Il faut mettre également une cabane qui soit collée à la serre ou dans la serre pour que ce soit l'hibernacle, l'endroit où elle va hiberner, où elle va estiver. On y reviendra peut-être, mais les tortues, elles hibernent, mais elles estivent également. Alors, l'hibernation, beaucoup d'entre vous le savent, on va reprendre chaque terme pour bien vous expliquer. Donc, l'hibernation, les tortues sont des reptiles. C'est vrai que beaucoup de gens, comme la tortue est un animal super aimé par les gens et des fois considéré à tort comme un animal de compagnie, les gens pensent que les tortues ne sont pas des reptiles, mais elles sont des reptiles, donc elles sont ectothermes, elles ne produisent pas leur propre chaleur, donc quand les températures baissent, elles ne sont plus capables de s'alimenter ni même de vivre, donc elles vont hiberner, donc elles vont se cacher, se mettre à l'abri des températures extrêmes pour attendre des jours meilleurs. Et l'estivation, vas-y Jérôme. L'estivation, c'est quand les températures sont trop importantes. Comme en ce moment. Voilà, les tortues, elles ralentissent, elles se mettent en léthargie de manière à s'économiser et à ne pas se mettre en danger par rapport justement à des températures beaucoup trop importantes. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on sait qu'une tortue est un reptile, souvent on a l'effet inverse qui arrive. C'est-à-dire que moi, la plupart du temps, quand je parle avec des gens des reptiles, il y a la première chose qui vient, c'est il faut qu'il fasse super chaud. Oui. Non, c'est pas vrai pour plein d'espèces de reptiles. D'ailleurs, plein d'espèces de reptiles dans la nature fuient la chaleur. Justement, elles estivent. Et par exemple, dans une journée d'été, par exemple, une tortue va sortir à certains moments où c'est le plus frais, le plus propice. Donc en gros, c'est quoi la pattern de vie d'une tortue d'Hermann en belle saison? Les tortues, grosso modo, en fonction des régions, elles vont hiberner du mois de fin octobre, début novembre jusqu'à la deuxième quinzaine du mois de mars. Elles sortent
deuxième quinzaine du mois de mars en général. Mais tout ça, c'est à prendre avec des pincettes parce que ça dépend des régions. Ah, Ça bien sûr. dépend, Et les climats des sont années. changeants. Et des années. Parce que des fois, il y a des des années. hivers plus longs, des hivers plus Donc, courts. Oui, il y a des fois, il y a des gens où elles se réveillent plus tôt. Ouais, ou tout plus à fait. tard. Parce que l'hiver est très doux. Voilà. Ouais, en fin d'hiver. Ouais, tout à fait. Et donc à partir de là, quand elles sortent, mois d'avril, mai, avril, ça va être de suite, c'est les accouplements. Hein. Le mâle généralement sort quelques jours avant la femelle, 1 ou 2 semaines, ça dépend. Il y a les accouplements et ensuite les pontes, les femelles pondent entre le mois de mai jusqu'à juin, fin juin, début juillet, en principe maximum. Et donc après les jeunes naissent août-septembre. Si la terre est trop dure, si tu veux, les tortues quand même naissent au bout de 90 jours, 3 mois d'incubation, mais elles restent dans le nid de ponte. Ça c'est intéressant à dire, c'est que des fois on nous dit ouais j'ai des tortues qui sont nées au mois d'avril ou au mois de mars. Non, elles sont nées en août, septembre ou octobre, Mais mais elles elles restent sous terre et Incroyable, je savais pas ça. elles hibernent sous terre dans la chambre de ponte parce que la terre est trop dure et après super, avec le froid, si tu veux, elles vont hiberner. Et ensuite au printemps, dès les pluies printanières, mars-avril, quand la terre sera mouillée, à ce moment-là, les petites peuvent sortir du nid de ponte. C'est pour ça qu'on intéressant. C'est pour ça qu'on en trouve à la fois à l'automne, mais également au printemps. Et et on en reparlera certainement, mais ça montre également qu'il ne faut pas oublier que c'est des animaux qui vivent, qui sont là depuis plus d'1 million d'années pour la tortue d'Hermann, qui sont terriblement adaptés à leur environnement, et que dès la première année, il faut les faire hiberner. Alors ça, voilà, les herpers, ça c'est une question qu'on nous pose tout le temps. Alors c'est vrai que quand on voit un petit bébé tortue comme ça, quand vous faites l'acquisition même plus petit d'un plus petit bébé tortue, souvent les gens ont peur parce qu'on se dit ah c'est un bébé, il est fragile, etc. Et ma réponse est toujours la même. Dans la nature, il n'y a pas de gens qui prennent soin des bébés tortues qui disent venez je vais les mettre chez moi dans un terrarium. Voilà. Dans la nature, elles ont le même régime que les adultes et comme vient de vous l'expliquer très justement Jérôme et avec beaucoup de détails, elles ont trouvé des stratégies qui leur permettent de survivre. Alors peut-être qu'il y en a une ou deux qui va mourir, oui. Ça c'est la loi de C'est la sélection. nature, c'est la sélection naturelle, mais globalement la nature est bien faite et elles ont trouvé une adaptation à leur environnement pour pouvoir survivre et passer. Parce que pour elles, ça serait stratégiquement peut-être plus dangereux de se réveiller tôt, parce qu'elles ne trouveraient pas assez de nourriture, l'hiver arriverait, que de garder leur réserve. Sachez que les reptiles consomment très peu d'énergie. Tout à fait. Et encore moins quand ils sont à basse température, quand ils vont descendre la température de leur corps. Parce que la température de leur corps, elle est aussi variable. C'est ce qu'on appelle la poéquithermie. Et poékilotherme, en fait, c'est le terme qui veut dire que la tortue peut avoir une température corporelle qui est différente d'une saison à une autre. Nous, on a une température stable, toute l'année, on est à 37 degrés. Elles, non. Elles vont s'adapter et ça leur permet justement de résister à des périodes où il n'y aurait pas de nourriture, où les conditions ne sont pas propices. Donc, ça, c'est une super information. Donc, la vraie réponse à tout ce que vous posez comme question, souvent sur les forums où on vous raconte des tas de choses, là, faites confiance à un vrai spécialiste et à quelqu'un qui connaît les tortues sur le milieu, dans leur milieu naturel comme en captivité. Il faut faire hiberner les tortues dès la première année. On a souvent des témoignages, ah oui, mais bon, j'ai lu sur Internet, j'ai vu sur les forums, etc., qu'il fallait les faire hiberner à partir de la seconde ou troisième année. La seule réponse à ça, il n'y en a qu'une. Et c'est pas l'idée, cette notion n'appartient à personne. C'est pas moi, je suis pas un grand idéologue, c'est pas moi qui vais vendre ma cam. La seule question, c'est comment font-elles dans la nature? Bien sûr. Et quand on a un animal, et tu le sais, puisque c'est à travers toutes ces fabuleuses émissions, tu ne cesses de le répéter, il faut d'abord se renseigner. Comment vivent-elles dans la nature? Quels sont leurs besoins? Et ensuite l'appliquer. Tout simplement, allez voir des éleveurs expérimentés. Il y a de plus en plus d'éleveurs super intéressants, super compétents, qui peuvent élever même en extérieur n'importe quoi. Tout dépend des installations. Et il y a des livres. Les installations et
notre capacité, la capacité de l'éleveur à glaner les bonnes informations, à aller les chercher et à synthétiser tout ça pour apporter à ces tortues, à ces protégés, les conditions qu'il leur faut absolument. Alors, quand j'étais venu te voir au refuge des tortues, tu avais dit une phrase qui résonne encore dans ma tête, qui résume exactement ce que je pense et un petit peu. J'avais jamais réussi à formuler ce truc-là aussi bien que toi, mais en fait, Jérôme a dit une chose. Quand on parle d'animaux en général, quand on se met à élever les animaux, c'est un peu comme démarrer une enquête policière qui va durer toute notre vie. Toute notre vie, on va mener l'enquête, on va recouper des informations qu'on va trouver sur le terrain, des informations qu'on va trouver dans les livres, des informations qu'on va glaner de chez d'autres éleveurs, notre propre analyse de ces informations et de nos propres observations. En fait, c'est une enquête à vie. Et j'ai trouvé cette formule, et je la réutilise souvent maintenant depuis, cette formule de Jérôme, parce que ça résume vraiment ça. Élever des animaux, c'est pas lire une fiche d'élevage une fois dans sa vie, tel truc. Les fiches d'élevage, il faut laisser ça pour les vieux. C'est les recettes de cuisine, ça donne quelques informations rapides et tout ça, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est pas une recette de cuisine élever un animal, c'est vraiment une enquête. Je trouve que c'est la meilleure punchline. C'est Jérôme Marant qui l'a trouvé, c'est ça, c'est mener une enquête qui va durer toute notre vie, parce que toute notre vie on va apprendre. Moi, ce que je pensais il y a 15 ans, aujourd'hui je pense plus du tout pareil. J'ai appris des tas de choses. Plus on en apprend sur les reptiles, plus on se rend compte qu'on ne sait rien en fait. Que tout ce qu'on savait avant c'était vraiment minable par rapport à ce qu'il faudrait comprendre et savoir. Donc ça c'est super important. Donc il faut, excuse-moi, là, je rebondis avec grande facilité évidemment sur ce que tu viens de dire, parce que ça c'est fondamental, c'est vraiment fondamental. Le sens de l'observation. Alors le sens de l'observation et le sens du partage. Partagez et surtout n'ayez pas peur de partager vos échecs. Parce que les échecs, c'est les victoires de demain. Exactement. Et on n'apprend que de nos échecs. Et moi, toute ma vie, je suis allé vers, je vais vous dire, les plus grandes découvertes personnelles en lien avec l'élevage des tortues que j'ai pu faire dans ma vie, c'est des papis ou des mamies qui me les ont au détour d'une conversation complètement anodine, dans un jardin, assis à une table avec un ricard ou une bière, et en me disant ce qu'ils avaient observé, glané pendant 30 ou 40 ans, et d'un coup, ils avaient fait le lien entre des choses que je n'avais pas réussi à comprendre. Exactement. Et ça fait tilt. Et génial. Je me suis dit, mais ouais, mais c'est ça. Je repartais, des fois, alors je le fais plus maintenant, la situation étant celle qu'elle est, mais je leur faisais la bise, alors je disais merci. Ils me regardaient, mais pourquoi merci? Merci. Parce que tout. voilà, J'ai trouvé, vous m'avez fait comprendre quelque chose. Exactement. Et qu'est-ce que ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, écoutez, d'abord, il faut pas se la raconter. On est des passionnés de tortues. On n'a pas découvert le vaccin de la rage. Voilà. On est tranquille quoi. Et puis les animaux, ça rend humble. Quand on a des animaux, on a beaucoup d'échecs. Et à force de se prendre des échecs, si on est vraiment passionné, on continue, mais on continue en étant vraiment hyper humble. À partir de là, il faut être tranquille par rapport à ça et aller vers les autres, ne pas hésiter à partager. Voilà. Alors, on va continuer, donc justement pour le partage et tout ça, voilà, vous l'avez compris, le maître mot, c'est pour ça qu'on fait des émissions comme Air Power, des vidéos, c'est pour partager. Et justement, vous avez la chance à chaque fois d'avoir des gens qui aiment partager, qui ont beaucoup de choses à partager. Donc on en profite. Et, ouais. Le sexage. Voilà, oui, on va passer au sexage, mais d'abord on va passer à l'alimentation, qui est quelque chose, vas-y, qui est vraiment hyper important pour garder des tortues en bonne santé. Donc, quand on était venu, tu nous avais expliqué plein de choses passionnantes sur l'alimentation des tortues. Alors, comment ça se passe dans la nature, l'alimentation des tortues? C'est quelque chose de... Alors, l'alimentation des tortues terrestres dans la nature, c'est... la tortue, on va prendre le cas de la tortue d'Hermann, puisque oui, bien sûr, on est dessus. Après, c'est que des cas particuliers. La tortue d'Hermann, c'est un animal qui est principalement herbivore, mais et ça on le sous-estime souvent, elle est franchement omnivore. Pour moi, c'est un animal omnivore, qui a besoin autant de végétaux que d'aliments carnés. Elle va grappiller des escargots, grappiller des cloportes, des vers de terre, etc. Donc c'est des animaux
qui ont besoin, évidemment, la base de leur alimentation, ça va être le végétal. Mais cette base, elle est multiple parce que les études qui ont été menées, énormes quantités de végétaux c'est plus différents. de 300 espèces. Et encore, les chercheurs, ceux qui ont travaillé sur ça, ont mentionné plus de 300 espèces végétales, mais forcément, il y en a d'autres. Voilà. Donc à partir de là, il faut la règle, c'est Donc, comment on refait ça en captivité? Voilà. Parce que On peut- virtuellement c'est impossible. c'est pas possible. C'est impossible de leur apporter 300 espèces de Et plantes. Laurine a raison de le signaler, c'est un mot important. La tortue, elle est omnivore, elle est opportuniste. C'est-à-dire qu'elle va se nourrir ce qu'elle trouve. en fonction de ce qu'elle va trouver au gré de ses maraudes, au gré de ses balades. Donc ça veut dire quoi concrètement? Donc on part du principe qu'une tortue d'Armand dans la nature, c'est omnivore et opportuniste. Ça mange beaucoup de nombreuses espèces de plantes, hein, je le disais, plus de Donc, 300. comme quoi par exemple? Qu'est-ce qu'on pourrait citer comme plante que les gens pourraient donner à leur Alors, tortue? à notre échelle, on va parler du laiteron, du plantain, du pissenlit, Avec évidemment. la fleur aussi. Surtout les J'adore fleurs. les fleurs. Alors les fleurs, elles adorent, mais on va leur donner également, comme on ne peut pas leur offrir toute cette diversité, on ne va pas citer toutes les plantes. Bien Il sûr. faut. Les principes. Après, Les plantes qui ont un bon rapport calcium phosphore. oui, mais la tortue, Elles s'en foutent. à la limite, il y a la théorie, il y a la pratique. Ok. La pratique, c'est qu'il faut diversifier au maximum. Parfait. Et il ne faut pas avoir peur de donner même des plantes dites toxiques. Parce que les plantes dites toxiques, Comme quoi par exemple? quand j'entends... non, mais elles ne les mangeraient pas de toute manière. Par exemple, on m'appelle souvent en disant, est-ce qu'on peut planter du laurier rose dans les enclos? Mais alors elles n'en mangent pas. Mais le laurier rose est toxique. Mais les tortues, elles ne sont pas bêtes. Moi, j'ai 47 ans, ça fait autant de temps que j'ai des tortues, si ce n'est plus, hein, soyons humbles, et j'ai jamais rencontré une tortue qui s'est intoxiquée Avec quoi que ce soit. avec quoi que ce soit. À De part du végétal. poison, oui, De oui, végétal. ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter. Elles adorent les feuilles de mûrier platane, les fleurs de rose, les trompettes de Jéricho, tout, mais essayez tout. Les feuilles de vigne, tout, les orties, tout. Essayez tout ce que vous pouvez. Les raquettes de cactus, les jeunes. Ce qui est intéressant, c'est de planter effectivement des opouncias dans son jardin. Les figues de barbarie. Les figues de barbarie aussi. Mais bon, tout ça, c'est intéressant. Alors nous, au refuge, pour parler plus précisément, on leur donne tous ces végétaux naturels jusqu'au mois de juin. Et puis à partir du mois de juin, quand il fait sec, il y a moins d'aliments comme ça. Parce qu'elles mangent aussi de l'alimentation sèche. Absolument. Et c'est très important. Et c'est très important. Dans la nature, on aurait tendance, en fait, le problème de cette tortue, c'est qu'elle est trop sympathique et on a tendance à mal la nourrir et à la Oui, surnourrir. du coup, à lui donner tout Ouais, ce comme qu'elle tous les- aime vraiment, et qui est pas Exactement. forcément bon Alors, pour elle. Comme tous les animaux. Voilà, Voilà. vous pouvez lui donner du camembert, des pâtes, vous pouvez lui donner des tomates et des laitues, tout ça, mais oui, elle l'aime, ouais. Mais est-ce que c'est bon? Non, évidemment que c'est Tout bon. comme le chocolat pour les chiens, ils adorent ça, mais Mais oui. c'est un poison. Et pour moi aussi d'ailleurs, j'adore Pour ça et nous, regardez. et, la pizza. Voilà. Donc, il faut diversifier. Diversifier au maximum. Et faites confiance aux tortues. Il ne faut pas leur donner du poison. Faites confiance aux tortues. Quand vous observez une tortue, c'est simple. Quand vous lui proposez un aliment, vous le regarderez de plus près maintenant. Elle s'approche et avec la tête, avec son nez, avec son museau, tac, tac, elle va toucher l'aliment que vous lui proposez. Tac, tac, elle le fait avec les doigts, avec les mains, etc. Et En fait, elle sent. elle sent. C'est là qu'elle sent. Et c'est là qu'elle analyse. Parce qu'elles ont les organes du Jacobson, Absolument. comme tous les reptiles. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va savoir si cet aliment est adapté pour elle ou pas, consommable ou pas. Voilà, super. Donc, là, on va passer aux questions parce que c'est vrai que le temps passe super vite et j'aimerais bien, oui, Voir rapidement les tortues des steppes, mais très rapidement. très rapidement. Alors, ça tombe bien parce On m'a que, demandé d'autres tortues. voilà. Alors, ici, on a un très beau spécimen d'une femelle adulte de tortue des steppes. Je te laisse la montrer, Jérôme, et un bébé que Laurine va Non, prendre. non, je prends le bébé. Pas de soucis. Alors Allez, là, ça. effectivement, on a une superbe femelle tortue des steppes Qui est adulte. qui est adulte, qui est mature, qui peut se reproduire si elle ne l'a pas déjà fait. Et elle est magnifique. Après, vous avez une jeune à côté. Alors ça, c'est une tortue qui Qu'on trouve en animalerie, qu'on trouve en pas animalerie, mal, mais qu'il faut- qui nécessite
encore plus que la tortue d'Hermann, des aménagements spécifiques, notamment dans les régions où il y a de la pluie. Et là, il faut vraiment partir sur un enclos hyper drainé, avec une grosse couche de copeaux. Elles adorent ça, parce que ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas besoin d'humidité. Ça veut dire qu'il faut qu'elle choisisse, elle, sa quantité d'humidité dont elle aura besoin. Les tortues, comme l'ensemble des reptiles non aviens et tout le reste, il faut qu'ils aient le choix. Exactement. Or, en captivité, imposer quelque chose, si c'est pas bon, c'est condamner la tortue à terre. Évidemment, le problème c'est que c'est nous qui décidons ce qu'on met. Donc si on n'a pas compris ce qu'il faut faire, c'est mal barré. Donc est-ce que tu peux nous expliquer exactement, parce que les gens connaissent cette tortue parce qu'ils la voient souvent dans les animaux, mais quel est son réel biotope? Où est-ce qu'elle vit exactement? C'est la tortue des steppes, Agrionemis orsieldi ou Testudo orsieldi, il y a plusieurs sous-espèces. C'est une tortue qui a une aire de répartition de plus d'1,5 million de kilomètres carrés. 1,5 million de kilomètres carrés. On la retrouve jusqu'en Chine, cet animal. Incroyable. Donc imaginez la diversité des milieux qu'elle rencontre, et c'est assez énorme d'avoir une répartition comme ça. C'est même unique chez les tortues. Mais alors cette tortue, elle a des besoins spécifiques. Elle vit dans des milieux qui sont terriblement contrastés entre l'hiver, l'été et le printemps. C'est-à-dire des hivers hyper froids avec des températures glaciales, très rigoureux, et des étés super chauds. Donc en fait, elle a une durée d'activité qui est très réduite, de l'ordre de 2-3 mois sur l'année à peine. Elle sort, elle mange tout ce qu'elle peut, elle se reproduit, elle pond et elle estive, et après elle enchaîne un petit peu de répit, et après elle va hiberner. Et les bébés hibernent direct en fait. Les bébés hibernent pas direct. Sortir. Donc c'est vrai que nous, c'est pas du tout une tortue adaptée pour nos climats, mais si, et là on revient sur ce qu'on disait, à condition de lui offrir toutes les conditions nécessaires pour sa survie, pour son existence, elle vit très bien en captivité. Mais elle se reproduit d'ailleurs. Elle se reproduit, mais on ne peut pas la lâcher dans le jardin. Alors évidemment, il y a toujours l'exemple qui confirme la règle. L'exception qui confirme la règle, exactement. Mais la majorité va mourir. Donc il faut des enclos adaptés. Serre, un enclos très drainant, très drainé, avec une grosse couche de copeaux. Vous trouverez ça c'est facile à trouver. Si vous voulez plus d'informations, je m'excuse de vous couper, mais comme on a beaucoup d'autres questions à venir et qu'on n'a plus beaucoup de temps, si vous voulez vraiment bien voir comment on peut faire un enclos pour ces tortues, on a fait chez Jérôme une vidéo sur le refuge que vous pouvez trouver sur une chaîne YouTube où Jérôme nous montre son enclos de tortues des steppes avec toutes les configs, et elles ont l'air de très bien vivre au refuge des tortues grâce aux acclimatations que vous avez fait, aux aménagements. La tortue des steppes, c'est une mini sulcata, on la voit, des pattes courtes, très robustes. Elle creuse énormément. Elle creuse, donc il faut lui donner cette possibilité de creuser, de s'enterrer. Elle en a besoin, c'est vital. Super, alors on va passer aux questions. Oui. On va essayer de traiter quand même pas mal de questions. C'est vrai que tu avais beaucoup de choses à dire, alors moi je suis super content de t'écouter, nous expliquer tout ça. On va la mettre là et on va garder lui au cas où. Alors, à moi de jouer. À toi de jouer, Lorraine. C'est parti. Alors du coup, ça a été très souvent les mêmes qui ont beaucoup réagi. Okay. Merci à Marsu. Merci Marsu, qui nous suit souvent. Même tout le temps. Oui, avec une longue queue. Ah voilà, Donc lui, sa première question était, donc pour détenir des tortues Hermann ou Greca, faut-il un certificat de détention ou autre, faire une autorisation? Là, voilà, il faut juste une autorisation de détention. On n'a pas besoin d'être titulaire du certificat de capacité à partir du moment où on en a jusqu'à 6. C'est le cas pour les tortues d'Hermann, les tortues grecques et les tortues marginées. Voilà, les 3 tortues en gros qu'on peut trouver reliées, on va dire, à la tortue d'Hermann. Pareil, on a Florent Cassio qui a énormément réagi ce soir. Super. Donc là, merci, on vient de répondre à la question au final, donc il demandait ce que mangeaient les tortues à peu près. Donc, voilà, bon, là on a survolé quand même le sujet, on aurait pu aller plus en profondeur, mais on y reviendra. Donc Franck Coulmeau, salut Franck. Salut Franck. Bonjour Franck.
Il demandait, donc pour toi Jérôme, si le refuge était ouvert cet été. On est ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 18h30, du 1er avril, et c'est pas un poisson, au 31 octobre. Chaque Voilà. année. Alors n'hésitez pas si vous êtes en Venez nous vacances. voir, venez nous voir. Voilà. Question suivante. Les tortues, moi. C'est toujours Marsu. Beaucoup réagi ce soir. Parfait. Combien d'espèces possèdes-tu? Alors, au refuge, alors c'est pas une collection, hein, c'est un refuge de tortues, donc on accueille des animaux qui nous sont confiés soit par l'administration, soit par les particuliers. On a plus d'une trentaine d'espèces différentes pour plus de 1350 tortues actuellement au refuge. Ouais, c'est quand même un beau cheptel. Ouais. Donc moi je l'ai vu, c'est vraiment classe. Allez-y. Donc David Fontenas. David Fontanas. Salut. Bravo, salut David. Je trouvais que sa question était très pertinente, mais en même temps Voilà, très vas-y. pertinente. Bah, vas-y. Comment choisir sa première tortue? Tu veux dire l'espèce Quelle espèce quoi L'espèce, non, puis même au niveau Le spécimen de son état de santé et tout ça, qu'est-ce qu'il Ah faut oui, qu'est-ce regarder? qu'il faut regarder? Alors, je conseillerais évidemment la tortue d'Hermann, parce que c'est quand même la plus robuste, celle qui peut s'adapter le plus facilement sous nos latitudes, et ensuite se rapprocher vraiment. Alors, oubliez les annonces sur Internet, les annonces illégales évidemment. Allez voir des vendeurs spécialisés, des gens qui connaissent, des spécialistes, des éleveurs, mais allez voir des gens qui sont dans la légalité et qui ont toutes les connaissances pour bien vous conseiller. Mais n'achetez jamais de tortues à la sauvette. Et puis, Jamais. surtout qui vous aideront aussi, parce que l'important quand on est un professionnel et qu'on voit une tortue, c'est évidemment d'informer avant, d'informer pendant, mais après on est là pour vous aider après, si vous avez des questions et des problématiques. Et justement, on crée du contenu pédagogique pour vous aider, Tout à comme fait. ce soir, etc. Il y a le SAV. Le SAV c'est très important, c'est-à-dire, bon c'est un terme un peu barbare si on parle d'animaux, mais en tout cas le service après-vente, ça veut dire qu'on est à vos côtés pour continuer. Normalement tout bon éleveur professionnel ou animalerie spécialisée doit faire ça. Donc évidemment avoir des tortues. Alors comment on voit une tortue en bonne santé, Jérôme? Ben, une tortue en bonne santé, c'est déjà, quand vous la prenez, ça va être le poids. Il faut qu'elle soit lourde, qu'elle soit dense. Ouais. Si elle est légère, Ouais, c'est mauvais signe. c'est mauvais Ça veut signe. dire qu'elle est maigre. Ouais, ça veut dire qu'elle est maigre. Ça, on peut Ensuite, pas le vous voir. regardez les yeux. Le premier, après le poids, vous regardez les yeux. L'œil doit être bien brillant, bien arrondi. Il ne faut pas qu'il soit Bien creusé, ouvert. bien ouvert. Parce Pas de larmes. parce que voilà, ça peut être. Bon, il peut y avoir plusieurs soucis. Et puis il faut qu'elle soit. Qu'elle est comme ici. Voilà, ça c'est une tortue qui semble être en parfaite santé. Quand je la prends, elle est lourde. Elle n'aime pas, elle a envie de s'échapper. Donc Elle est tonique. voilà, elle est tonique, elle essaie de donner des coups de patte, de se défaire des mains qui sont sur elle. À partir de là, déjà, vous avez des éléments qui sont plutôt positifs. Et ensuite, vous la sculptez bien comme il faut et vous regardez qu'elle ne soit pas blessée. Vous regardez au niveau des pattes, à l'intérieur du cou, aux pattes arrière. Vous regardez tout, la queue. Voilà, vous n'hésitez pas à la prendre, à la malmener parce qu'elle n'aime pas ça. Tortue, c'est un animal, c'est un animal qui est casanier et qui n'aime pas qu'on l'embête. Mais par contre, certains spécimens Oui. s'habituent à leur soigneur Ah oui. et apprécient de venir vous voir pour avoir Oui, de la nourriture. Mais là, on ne l'embête pas. Si tu c'est veux, elle qui voilà. vient volontiers. Tout à fait. Alors, Après, en fait, elles adorent les caresses. Voilà. Elles adorent ça. On Et l'a si déjà je prenais montré. Nicolas, que je le retournais toutes les 5 minutes, à un moment donné, tu ferais quoi? Non, moi j'aime bien quand c'est doux. Ah, Donc on peut faire des enrichissements. Toi tu fais des enrichissements? Non, Les nous, tortues au refuge, on les laisse tranquilles. Plutôt comme si elles étaient en Ouais. truc. Mais après, bon, sauvage. quand on Mais par est- contre, il fait des enrichissements naturels, c'est-à-dire Oui. des enrichissements dans l'enclos, Tout à fait, des Ah. aménagements. des aménagements, là où elles peuvent. Voilà, ouais. Voilà, parce que c'est. On le dit pas assez, mais la tortue est un animal très actif. Donc, moi, des fois, on me dit oui, mais si je fais un enclos de 1,50 m par 1,50 m, c'est léger, quoi. En fait, plus vous ferez un grand enclos, mieux ça sera. Et plus vous ferez un enclos qui sera vallonné, souvent,
Enfin voilà, Jérôme l'avait dit dans la vidéo, la pire chose qu'on peut faire à une tortue, c'est lui donner un petit terrain de foot. Quoi. Un terrain de golf. Un terrain de golf. En sachant que par rapport à la superficie, parce qu'il y aura peut-être des questions sur ça, la superficie, il faut se dire qu'en captivité, c'est jamais assez grand. La superficie dans la nature, des études récentes ont montré que les tortues, particulièrement dans le Var par exemple, ont des territoires qui font jusqu'à 9 hectares ou davantage. Ouais, c'est énorme. Donc, bon, personne n'a 9 hectares. C'est rare d'en avoir. Mais bon, on peut quand même arriver à trouver un bon compromis. Oui. Et particulièrement si on le valorise. Les micro-habitats, tu te rappelles? Ah, les micro-habitats. Moi, je suis un fan des micro-habitats parce que c'est super important pour les serpents et pour les bêtes que j'élève. Et pour les tortues qui sont des reptiles aussi. On a beaucoup parlé dans la vidéo, donc je vous conseille cette vidéo parce que vous pourrez les voir. Donc des micro-habitats. Donc qu'est-ce que tu crées comme micro-habitat dans un... Prenons la maison d'un Français. Nos maisons. On a plein de micro-habitats. Il y a la douche, il y a les toilettes, il y a le salon, il y a la cuisine. Mais ce sont des micro-habitats. Bien sûr. Si on mettait tout dans une même pièce, t'imagines le bordel que ça ferait? Les tortues, les animaux, c'est pareil. Les tortues, c'est pareil. Dans un enclos, il faut alterner le relief du relief, des zones planes, des zones plates, avec un petit bassin, avec de l'eau, mais là, avec de la végétation, avec des cailloux, avec des branches, avec de tout. Il faut qu'il y ait beaucoup d'éléments disruptifs, c'est-à-dire surtout si on accueille plusieurs tortues. Il ne faut pas que les tortues puissent se voir dès qu'elles sortent. Tu imagines, si on sortait tous, on voit la tronche du voisin tous les matins. C'est ce qu'ils font à Paris, c'est pour ça qu'on n'y habite pas. C'est terrible, à un moment donné on se tape dessus. Les tortues c'est pareil, ce ne sont pas des animaux grégaires, pour parler des tortues hermanes. Même si on peut les retrouver dans la nature. Elles sont solitaires. Voilà, même si on peut en retrouver dans la nature, dans des terriers de lapins inoccupés, plusieurs, mais elles le choisissent. Oui, et dès l'instant où la copropriété s'emballe, elles partent, elles se séparent. Donc aussi, pas de pax chez les tortues. Voilà, ce qu'il faut vachement prendre en compte, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, vu que c'est un animal terrestre avec une carapace, etc., c'est un animal extrêmement agile, qui est capable de grimper dans des endroits terriblement escarpés. C'est les lézards. Et donc, qui sont capables de s'échapper. Donc, il faut sécuriser vos enclos, à la fois pour éviter les évasions et pour éviter les prédateurs. Qui peuvent... Tout à fait. Un éleveur responsable, c'est quoi un éleveur responsable? C'est un éleveur qui d'abord va, avant d'acquérir une tortue, se renseigner, faire l'enclos, et même s'il attend un an, quand l'enclos est fait, quand l'enclos est plus ou moins rodé, que les plantes ont poussé, il achète la tortue. On n'achète jamais un animal en se disant, arrivé chez soi, ah, je vais le mettre où? Là, on perd l'animal. C'est d'une immoralité terrible, c'est d'une irresponsabilité condamnable au premier degré. Exactement. Donc, préparez bien votre enclos ou de quoi bien accueillir votre tortue. Question suivante, Laurine. Alors, la question suivante est de Delphine Frédéric Philippe. Ok. Le client qui vient tous les samedis. Parfait. Du coup, elle me demande à quel âge on peut reproduire une tortue des steppes et quel est le dimorphisme sexuel, comment les reconnaître, les mâles et les femelles. Alors, le dimorphisme sexuel entre la tortue, chez la tortue des steppes, finalement c'est le même que chez les tortues d'Hermann. Alors ici on a un mâle. On a tu vas nous montrer. Oui. Vas-y. Ouais, si on peut avoir la femelle. Alors, c'est pas aussi marqué que ça chez la tortue des steppes, mais globalement ça y ressemble. Alors, moi je vais la tenir. Prends la femelle, si on retourne donc les plastrons, chez le mâle qui est à gauche ici, le plastron sera légèrement creux, c'est pas toujours le cas chez la tortue des steppes. Mais la tortue des steppes, c'est une tortue qui est très ronde finalement, c'est vrai. Et même chez les mâles. Donc les mâles ont souvent le plastron plus ou moins plat. Mais par contre, ils ont la queue, alors là, on ne se trompera pas, chez le mâle tortue des steppes, il a une queue très longue, très épaisse à sa base, alors que la femelle a une toute petite queue. Voilà. À partir de quelle taille on peut être sûr? Parce que quand on voit un bébé tortue des steppes, à partir de combien de centimètres on peut se dire qu'on peut être bon? C'est à partir de une dizaine de centimètres, tu es sûr. De plastron. Des fois, moi il m'est arrivé d'identifier, de penser qu'il s'agissait d'un mâle ou d'une femelle, et chez certains spécimens, ça peut varier. Mais à partir d'une dizaine de centimètres, on la revoit d'ici par derrière. C'est largement toute petite queue chez la femelle. Voilà, regardez, hop.
avec hop, un petit éperon Voilà, à un tout l'extrémité. Et chez un mâle, ça va être beaucoup plus gros. Donc voilà pour le dimorphisme. Et évidemment, des tortues juvéniles, que ce soit des hermanes ou des steppes, on ne peut pas les sexer. Ni moi, ni ce grand spécialiste, ni personne. Donc quand des fois vous êtes allé dans des animaleries, on vous a dit ça c'est un mâle, ça c'est une femelle, on s'est juste foutu de vous. En gros, si on veut être sérieux, il y a une taille vraiment minimum à laquelle on peut les sexer. C'est pour ça que... Il faut rappeler également, il faut préciser également que chez la tortue des steppes, le mâle c'est un peu c'est un pitbull et il est très très agressif envers la femelle. Donc si on voit, il faut que l'enclos soit suffisamment grand, si on voit que le mâle embête trop la femelle, il ne faut pas hésiter à les séparer. L'idéal dans ces cas-là c'est de faire 2 enclos et les réunir, juste une séparation et les réunir. Si on veut faire de la repro, mais après les séparer, parce que le mâle peut s'acharner sur la femelle et vraiment la blesser. Et tu vas me dire si je me trompe ou pas, mais j'ai trouvé aussi que chez les tortues des steppes, même entre mâles, ils sont assez agressifs entre eux. Moi j'ai déjà eu des mâles qui mordaient les autres au cou, et ils avaient souvent des blessures au cou, en fait parce qu'ils les attrapent au cou. Donc en fait c'est pas forcément des tortues qui sont vraiment cool à faire cohabiter ensemble. Si vous avez une tortue des steppes toute seule, c'est très bien. Mais finalement, quelle que soit la tortue terrestre méditerranéenne, qu'on prenne des tortues bordées, les marginata, les hermanes, les steppes, dans la nature, quand elles se croisent, il y a accouplement, et puis après, elles ne se voient pas, sauf le hasard des rencontres, mais elles ne cherchent pas de contact, sauf le mâle, pour s'accoupler. Donc ça veut dire qu'en captivité, il faut vraiment tenir... avoir cette idée en tête de pouvoir séparer, de ne pas maintenir ensemble mâle et femelle. C'est une erreur grossière que tout le monde a fait, et moi le premier. Il faut leur laisser le choix. Si vous voyez que ça se passe bien, vous pouvez les laisser. Si vous voyez que ça ne se passe pas bien, il faut pouvoir avoir prévu à l'avance une solution pour les séparer. Question suivante. Question de Christine Ferrari. Salut Christine Ferrari. Pour toi, Jérôme, peut-on trouver tes DVD en ligne ? Oui, il faut aller sur le site internet des Tortues du Monde, on les vend, ou alors contacter directement le refuge des tortues par mail, et je pourrais vous le dire sans souci. Tu pourras les vendre par correspondance. Tout à fait, absolument. En parlant avec toi directement. Absolument. Voilà, super. N'hésitez pas, ils sont excellents. Donc notre question suivante est de Florent Cassio, encore. Encore Florent Cassio. Est-ce qu'il y a une différence de taille, donc on est toujours au dimorphisme, entre les mâles et les femelles, peu importe. Peu importe, oui, tout à fait. En général. Alors en général, si on parle que de l'hermane ou des tortues des steppes, les femelles sont bien plus grandes que les mâles. C'est pas le cas chez d'autres espèces de tortues évidemment, mais on n'en parlera pas ce soir. Mais oui, par exemple, la tortue d'Hermann la femelle va faire entre 20 et 25 cm, la tortue d'Hermann occidentale, 20 à 25 cm chez la femelle, une vingtaine de centimètres, voire moins, entre 17 et 20 pour les mâles. Les mâles sont beaucoup plus petits. Quand tu donnes ces mesures, pour que tout le monde comprenne bien, c'est au niveau du plastron. Donc ça c'est la dossière, la carapace. Ok, la carapace. Très bien, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ensuite, question suivante. Du coup, et on va bientôt terminer. Il rebondit sur, en général, une tortue des steppes ou tortue d'Hermann fait combien de petits... Enfin, d'œufs. Combien d'œufs? Là aussi, c'est variable en fonction des sous-espèces, en fonction d'un tas de paramètres. Grosso modo, une tortue d'Hermann, ça fait 2 pontes par an. Elles peuvent en faire plus, 2 à 3. Mais quand même, en fonction de la taille. Alors, elles pondent à 3 semaines d'intervalle, entre 2 et 3 semaines entre chaque ponte. Et elles font entre 1 ou 2 œufs jusqu'à 10, 12 sans problème. Génial. Donc, voilà, je pense qu'il y a une dernière question avant qu'on arrête. Une dernière question de Marsu. Est-ce que l'hibernation et l'estivation altèrent l'espérance de vie des animaux, enfin des tortues Oui, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'elles vivent plus longtemps? Mais c'est une très bonne question, Marsupilami. Je ne sais pas comment on l'appelle, Marsupilami. Marsu pour les intimes. Bon. Alors Marsu, puisqu'on est intime maintenant, c'est une très bonne question. Et effectivement, si on ne fait pas observer à ces animaux, si on ne leur donne pas le choix d'estiver ou d'hiberner quand il le faut, ça altère profondément leur espérance de vie.
parce que c'est des animaux qui sont biologiquement, physiologiquement faits pour... C'est pour ça qu'on peut se poser la question, pourquoi ces animaux qui vivent longtemps? C'est également parce qu'ils ont eu cette faculté de s'adapter et d'adapter leur rythme aux contraintes de leur environnement, ce qui leur permet de vivre plus longtemps. En fait, au final, quand on regarde, il y a pas mal de parties de leur vie qui sont en fait un peu en stand-by, un peu en dormance, quoi, comme ça, soit quand il fait trop froid, soit quand il fait trop chaud. Donc forcément, les périodes d'activité sont courtes, donc on peut se dire que c'est peut-être aussi pour ça qu'elles vivent très longtemps. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'en arrêter là pour les questions. On va passer. T'en avais d'autres? J'en avais d'autres. Une petite dernière. Allez, pour la route, dernière. après, on va parce qu'on pourrait rester toute la nuit à parler, à répondre à ces questions. Maëlle Jaé Genreau. Ok, Maëlle, on va t'appeler Maëlle. Alors, elle, c'est plus pour ses tortues. Elle a 2 parts d'Alice de 3 ans. Et elles ne grandissent pas pareil en même temps. Et il y en a une qui est plus petite que. Voilà, de manière homogène. Il y en a une qui est plus petite que l'autre. Pourtant, elles mangent la même chose. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Alors, là, il faut... Alors, les tortues pardalis, avant toute chose, c'est une tortue africaine, la tortue léopard. Donc là, on n'est plus du tout dans la tortue méditerranéenne. Donc vas-y, Jérôme, explique-nous les tortues. C'est une espèce dite tropicale que l'on trouve essentiellement en Afrique subsaharienne. C'est effectivement, il y a... Une tortue qui n'hiberne pas. C'est une tortue qui hiberne pas, même si elle peut, en fonction des régions, observer des périodes de repos. Mais alors qu'elles ne grandissent pas de la même manière, ça c'est pas un souci. Parce que chez les tortues, comme chez nous, il y a des grands, des maigres, des petits, des gros, il y a tous les formats, et ça il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Après, il faudrait voir plus précisément les conditions d'élevage, la nourriture qui est distribuée quotidiennement, etc. Est-ce qu'il y en a une qui prend le dessus sur l'autre en termes de ça peut être le cas, effectivement, tout à fait. Qui prend toute la nourriture. Oui, tout à fait. Donc tout ça, il ne faut pas hésiter à me contacter via le refuge des tortues ou via Nicolas. Et il n'y a aucun souci, je prendrai le temps pour vous répondre. Mais il faut, voilà, pour aborder de manière plus précise le phénomène, le problème, il faut avoir davantage d'infos. Super, donc on va passer au résultat du concours. Alors à qui on va offrir ces granulés? Donc on vous avait dit que si vous partagez bien notre teaser Tortue Ninja et que vous pouvez offrir... Voilà, parce qu'on n'en a pas parlé dans l'alimentation, mais comme l'idée est de varier au maximum l'alimentation, on peut aussi avoir recours à de l'alimentation, on va dire fabriquée, hein, donc qui est aussi riche en fibres, qui est parfois bien adaptée, bien complète. Donc ça, on ne va pas dire qu'on peut nourrir uniquement sa tortue avec ça, parce qu'on a expliqué qu'il fallait que ça soit divers, mais justement ça contribue à la diversité. Vous utilisez aussi des granulés. Absolument, oui, tout à fait. Oui, absolument, voilà. C'est une superbe base pour l'alimentation. Donc ça va être, on va vous offrir des granulés Komodo, nos fameux granulés à tortue terrestre, donc à réhydrater. On met de l'eau, on les laisse gonfler pendant 5-10 minutes et vous les donnez aux tortues. Ça a une appétence de dingue, même des tortues qu'on n'a jamais vues, elles vont le manger. Et on va vous offrir aussi, c'était pas le thème aujourd'hui, mais on va le faire quand même, des granulés Komodo pour tortues aquatiques. C'est leur nouvelle gamme pour tortues aquatiques. Il y a des granulés flottants et des granulés qui coulent pour les tortues plutôt de fond. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors à qui on va offrir ça? Alors, sans surprise, à Marsupilami déjà. Bravo Marsupilami pour commencer. Merci d'avoir participé. Ensuite à David Fontenas pour sa question. Merci David. Que j'ai trouvé très pertinente. Et à Delphine Frédéric Philippe, qui je pense va venir samedi récupérer son cadeau. Exactement, et qui est une fidèle de la boutique et de l'émission. Et le dernier, du coup, je l'ai perdu, il est où? Florian, je veux l'appeler Florian à chaque fois. Cassio. Parfait. Cassio qui a énormément réagi ce soir aussi. Génial. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous. Merci à Jérôme. Merci à Nicolas. Merci à Louis. C'est super. Une super ambiance, un super magasin. Venez nombreux. Merci à vous. Et on se reverra sûrement avec Jérôme pour une prochaine émission plus tard. Peut-être sur les tortues aquatiques, pourquoi pas Jérôme? Mais avec grand plaisir. Et voilà. Et peut-être qu'on vous fera un truc carrément au refuge des tortues. En attendant, rappelez-vous bien que si vous achetez des t-shirts, si vous faites des dons de au moins 20 €,
au refuge des tortues, on vous offre des t-shirts Airworld. Si vous achetez ce t-shirt sur notre site ou au magasin, on reverse 5 € à une association de notre choix qui est le refuge des tortues. Donc allez-y les gars, il faut aider ces gens qui sont tellement passionnés et qui œuvrent tellement pour les animaux qu'on aime. Donc voilà, on va se retrouver le mois prochain. Parce que le mois prochain, c'est un mois très spécial, c'est le mois de septembre, c'est le mois de notre grand événement spécifique des lézards, le Lizard Day, qui aura lieu le 19 et 20 septembre. Donc on va remplir la boutique de lézards avec une diversité de folie. Il y aura des animations avec Roman, donc qui vient d'intégrer l'équipe il n'y a pas longtemps, qui va s'occuper des réseaux sociaux avec nous, qui va vendre avec nous. Et Roman sera là avec son iguane vert Woody pour vous expliquer comment ça se passe l'élevage d'un iguane vert et l'importance du renforcement positif. Et il y aura Laurine ici présente avec voilà votre fidèle voilà, mais elle sera avec son Varanus Prasinus Paco pour vous expliquer comment on les élève et surtout l'importance du renforcement positif et de l'enrichissement pour ces animaux extrêmement intelligents. Et donc une grande diversité d'animaux. Et ouais non, mais non pas cette fois. Et ouais non il sera pas là. Mais peut-être un jour. Et donc surtout, on reviendra le mois prochain, donc le jeudi 3 septembre, avec une émission spéciale des arts et on aura à nouveau un invité de marque qui est le docteur Lionel Schilliger. Et oui, la grande pointure internationale de médecine sur reptiles qui va venir nous faire un dossier spécial sur les UV. L'utilisation des UV et les problématiques des UV chez les lézards en captivité. Donc on va apprendre plein de choses sur comment utiliser les UV, parce que les UV c'est important, mais ça peut aussi être dangereux. Donc on va apprendre tout ça avec le docteur Schilliger qui sera avec nous. Donc ne loupez pas le prochain Airworld. Et en attendant les Airpers, on vous dit à bientôt et une bonne soirée. Et on va chanter en chant juste le générique Airworld que vous connaissez pas. Donc on va juste dire Airworld. C'est parti, Airworld!